On dirait qu'elles sortent de nos pires cauchemars. Il n'y a pas de preuve que ces bêtes existent, mais toutes les histoires terrifiantes à leur sujet, transmises de génération en génération, ont parfois l'air vraies. Quelle est ta préférée ? La première créature à laquelle tu penses, c'est probablement Bigfoot. Une créature immense aux traits de singe qui laisserait des traces de pas géantes qui donnent à penser aux habitants des zones nord-ouest du Pacifique qu'elle existe peut-être vraiment. Il existe d'autres légendes sur d'autres créatures. Comme la légende du monstre de Mogollon, parfois appelé le Bigfoot de l'Arizona. Cette créature mesurerait 2 mètres de haut et aurait des yeux rouges. Elle aurait été aperçue dans les environs du Mogollon Rim. On dit qu'elle est couverte de poils marron roux ou noirs, sauf son visage, son torse, ses pieds et ses mains. Elle reproduirait les bruits de la faune du coin, comme les cris des coyotes et les chants des oiseaux. On dit qu'elle explore les sites de camping dès que la nuit tombe. Elle construirait des nids avec des brindilles, des aiguilles de pin et des feuilles. Si tu es dans le coin et que quelqu'un que tu ne vois pas te jette des cailloux, ouais, c'est forcément le monstre du Mogollon. Cette créature serait omnivore. Elle se nourrit d'animaux et de plantes. On dit qu'elle préfère se déplacer la nuit à la recherche de proies innocentes dans les bois. Urayuli, une créature mythique de 3 mètres de haut qui se cacherait dans les bois du sud-ouest de l'Alaska. C'est une bête géante connue pour avoir des bras et des jambes extrêmement longs. La légende dit que ses bras dégingandés sont si grands qu'ils arriveraient aux chevilles. La créature serait recouverte d'une épaisse fourrure. La seule chose qui n'est pas couverte de poils que tu peux distinguer sur son visage sont ses yeux brillants. La légende dit que l'Urayuli utilise ses yeux lumineux pour hypnotiser ses proies. Mais nous ne sommes pas d'accord, puisque d'autres histoires affirment que l'Urayuli préfère manger du cerf et qu'il est inoffensif pour les humains. Selon certaines personnes, l'Urayuli est une sorte de Bigfoot. Wendigo. On dit que cette terrifiante créature se cache dans les forêts du nord du Canada et des États-Unis à la recherche de ses victimes. Selon la légende, Wendigo était un chasseur qui s'est perdu un jour et le froid l'aurait transformé en une bête de 4 mètres à la peau desséchée et tirée sur ses longs os pointus. Cette créature est apparue pour les premières fois dans des histoires au XXe siècle. Les habitants du coin affirment que la bête vit encore et qu'elle erre à travers la forêt à la recherche de personnes perdues qu'elle pourrait enlever. Le monstre du lac Worth, cette créature effrayante, moitié homme, moitié chèvre, est aussi appelée le monstre de l'île. On dit que c'est une bête de 2 mètres de haut si forte qu'elle peut balancer des pneus comme si c'était des jouets en plastique. Dans le pire des cas, elle apparaît dans le noir en sautant depuis les arbres sur le capot des voitures en mouvement. C'est comme ça qu'elle a été décrite par les premières personnes qui disent l'avoir aperçue. Le lac Worth se trouve à l'ouest de Dallas et à l'est du Fort Worth. Il y a une masse de terre au milieu de ce lac mystique, appelé île de Greer. Selon la légende, c'est là que l'affreuse créature, aussi appelée Bigfoot de Fort Worth, habite. Et c'est là aussi que se rendent les curieux pour chercher des preuves de l'existence de la bête. Il se cache dans le noir avec ses yeux rouges. Il s'agit de l'homme papillon, une créature humanoïde aperçue dans les années 60 à Point Pleasant, en Virginie de l'Ouest. Une froide nuit de novembre 1966, 2 couples de jeunes disent avoir vu une grande créature grise avec des yeux rouges brillants. Elle ressemblait à un homme volant avec des ailes d'une envergure d'environ 3 mètres. Les 2 jours suivants, de plus en plus de personnes disent avoir vu la même créature. Plus tard, un biologiste de l'Université de la Virginie de l'Ouest a rapporté aux journaux que cette description correspondait à celle de la grue du Canada. Il s'agit d'un grand oiseau américain dont la taille correspond à celle d'un être humain. Son envergure est d'environ 2 mètres et il a des cercles rouges autour des yeux. Cet oiseau s'est probablement retrouvé hors de sa route de migration et a été à l'origine de ces histoires. Ou peut-être pas. Les Nightcrawlers de Fresno. Ils ne sont pas si grands que cela pour des monstres, environ 1,50 m. La partie haute de leur corps est plutôt petite. Ce sont leurs jambes qui sont longues. Ces créatures sont apparues 2 fois.
La première fois, elles ont été vues à Fresno, en Californie. La deuxième fois, elles ont été aperçues au Yosemite National Park, toujours en Californie. On peut les voir les 2 fois dans des vidéos de piètre qualité. Impossible donc de donner des détails sur leur torse. Ce sont des créatures fines et blanches, sans bras. Du moins, on ne les voit pas. Elles ont des petits pieds qui ressemblent à des poteaux. Tu as déjà entendu parler du Slide Rock Bolter ? On dit qu'il se cache quelque part dans les montagnes du Colorado, plus précisément dans la montagne Tête de Lézard. C'est à peine plus au sud-ouest de Telluride. Il s'agit d'une sorte de léviathan qui vit dans la terre. Cette baleine de montagne observe attentivement son environnement avec ses yeux perçants depuis le sommet de la montagne. Elle s'accroche au sommet avec sa queue fourchue et pourvue de griffes. Lorsque quelque chose ou quelqu'un traverse son territoire, la créature lâche le sommet et se laisse glisser vers le bas de la montagne, avec sa bouche pleine de dents effilées grande ouverte. Elle gobe tout sur son passage. Les mineurs, les touristes et les agriculteurs. Elle glisse le long du flanc de la montagne et détruit toute la flore sur son passage. Du moins, c'est ce que dit la légende. Waouh, pour l'instant, c'est la créature qui me fait le plus peur. Altamaha. Quelque part dans le sud-est de la Géorgie, près de la bouche du fleuve Altamaha, se cache un monstre marin. C'est l'un des fleuves les plus importants de l'État. Il se jette dans l'océan Atlantique. Toute la zone environnante est composée de petites îles, canaux, digues, étangs, hectares de marécages et vieilles cultures de riz. C'est la cachette parfaite pour un monstre aquatique, non ? La légende raconte que ce cryptide aurait un corps d'esturgeon avec une crête osseuse sur le dos. Grâce à ses nageoires, cette créature nagerait comme un dauphin. Son museau ressemblerait à celui d'un crocodile. On dit qu'elle a de grandes dents pointues et des yeux globuleux. Elle serait verte ou grise avec le ventre blanc-jaune et mesurerait environ 9 mètres. Il n'y a aucune preuve concrète de l'existence de Altamaha. Mais sa légende a des centaines d'années. À l'époque, on parlait d'une énorme créature ressemblant à un serpent qui sifflait et hurlait. Le monstre du Loch Ness. Nessie pour les amis. C'est à l'époque des Picts, une ancienne tribu écossaise, que la légende voit le jour. Elle se développe dans les années 1930, lorsque se termine la construction d'une route longeant le lac. En avril 1933, un couple remarque un grand animal qui ressemble à un monstre préhistorique ou à un dragon. La plupart des gens imaginent un plésiosaure, à savoir un dinosaure marin. La créature aurait traversé la route devant le couple et se serait rapidement cachée dans l'eau. Plus tard, la même année, certains chercheurs ont repéré de grandes traces de pas. Il s'agissait de traces appartenant à une créature solide d'environ 6 mètres de long avec des pieds mous. Des traces d'hippopotame ? De plus, les chercheurs ont montré que l'eau du lac n'était pas suffisamment riche pour nourrir un prédateur aussi grand. Il n'y a pas assez d'animaux. Mais la légende de cette créature mythique a survécu. Et partout dans le monde, on se demande s'il n'y aurait pas effectivement quelque chose qui se cacherait au fond des eaux troubles du Loch Ness. Tu fais une randonnée dans la nature, à la recherche d'un endroit sûr pour installer ton bivouac. Tout ce que tu entends, ce sont les feuilles et les branches qui craquent sous tes pas. Des écureuils escaladent un tronc d'arbre là-bas. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produit. Tu remarques quelque chose de bizarre au loin, entre les arbres. On dirait une sorte de structure en béton. Étrange, pourtant tu es au moins à 30 km de toute civilisation, et il n'y a pas de ville ou de village à proximité, pour autant que tu le saches. Avec tes compagnons d'aventure, vous décidez donc de quitter le sentier pour aller voir de plus près. Mais en t'approchant, tu réalises qu'il s'agit en fait d'un escalier de 4 mètres de haut, et qu'il mène vers nulle part. Mais alors, qu'est-ce que ça fait là, au milieu de nulle part ? Tu mets ta casquette de Sherlock Holmes et tu commences ton enquête. Peut-être y avait-il une vieille maison ou un manoir ici qui s'est effondré au fil des ans. Et la seule chose qui reste est cet escalier. Mais bizarrement, après avoir fait le tour de la structure bizarre, tu réalises qu'il n'y a aucune trace de ruine ou même de fondation. C'est comme si quelqu'un avait découpé un escalier de sa maison
et l'avait déposé ici, sans raison. Tes amis et toi n'avaient pas vraiment envie de vous approcher de trop près. Quelque chose cloche. Plus tu regardes ces structures bizarres, plus tu ressens une présence malsaine. Quelque chose te dit que tu devrais probablement quitter la zone le plus vite possible. Tu ne peux pas expliquer ce sentiment ni détacher ton regard de l'escalier. Tu sors ton téléphone et prends quelques photos. Puis, après beaucoup d'hésitation, tu fais quelques pas de plus et tu remarques que l'escalier ne semble pas si ancien que ça. Quelques décennies au plus. Il y a de la mousse qui pousse dans certaines fissures. Tes amis en ont assez. Ils t'abandonnent et repartent en courant vers le sentier, te laissant seul devant l'escalier. Tu poses prudemment ton pied sur la première marche. Boum! Poussée d'adrénaline. Alors que tu montes au sommet, quelqu'un touche ton épaule. Tu sursautes et te retournes. Tout ce que tu vois est l'obscurité. Aussi bizarre que cela puisse paraître, les découvertes d'escaliers posés au hasard dans la nature sont étonnamment courantes. Certains sont en bois, d'autres en briques ou en pierre. Certains ont l'air très anciens, tandis que d'autres semblent avoir été terminés la veille. La seule chose qu'ils aient tous en commun est qu'ils ne mènent absolument nulle part et qu'ils se trouvent dans des endroits très mystérieux. L'un des plus célèbres se trouve à Chesterfield, dans le New Hampshire. Il s'agit d'un grand escalier de pierre à l'allure médiévale avec des voûtes de style roman. Situé au milieu des bois, on pense qu'il faisait partie du château de Madame Antoinette Chéry, qui était une grande chanteuse à Paris. Le château date d'environ 100 ans plus tôt et il a été redécouvert en 1962. Cette fois, il n'y avait rien d'autre qu'un escalier. Un autre vieil escalier mystérieux date d'il y a 9000 ans. Il se trouve dans une forêt en Italie. Il ressemble à une série de marches qui mènent à une minuscule plateforme au sommet. Pourquoi se donner la peine de construire cette chose si elle ne mène à rien ? Eh bien, certains experts pensent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de tour rituel, mais ce n'est qu'une hypothèse. Certains des escaliers plus modernes que l'on trouve dans la nature bénéficient d'un bonus. Ils sont accompagnés de leurs propres légendes urbaines. Toujours à prendre avec une pincée de sel. L'une des plus populaires vient des Philippines, où un garde forestier appelé Torquique aurait effectué l'une de ses patrouilles de routine à la recherche de personnes disparues dans la jungle. C'est là qu'il affirme avoir trouvé des escaliers de pierre qui n'avaient rien à faire là, et ils étaient couverts de marques bizarres. Pour mieux voir ce qui l'entourait, il a décidé de grimper sur l'un d'eux. Juste à ce moment-là, il a été approché par un chien errant à l'air mauvais, ce qui l'a forcé à monter davantage. Quelques heures plus tard, il est revenu au village. Seulement voilà, cela faisait 5 ans qu'il avait disparu. Cet escalier était-il un portail temporel ? Une autre légende remonte aux années 40, à l'époque du mystère de l'OVNI de Roswell. Un homme qui prétendait être un scientifique a été dépêché pour assister à l'enquête sur l'un des nombreux cas liés à des animaux qui ne cessaient de surgir. Il était loin de se douter que cette enquête, d'1 à 2 semaines, durerait finalement 6 mois. Son équipe est tombée par hasard sur un escalier en bois dans la forêt qui semblait émettre un certain type de fréquence. Ils ont campé à environ 30 mètres de l'escalier cette nuit-là, mais le lendemain matin, il avait disparu. Tout ce qui restait était une marque de brûlure noire à l'endroit où se trouvait l'escalier. 2 jours plus tard, il est réapparu de nulle part à 48 mètres de son emplacement initial. L'équipe voulait prélever un échantillon du bois pour l'envoyer au laboratoire, mais il y avait un problème. Ils avaient beau essayer, il était impossible d'en détacher un morceau. Le bois de l'escalier était apparemment indestructible. Ces escaliers étranges et mystérieux existaient apparemment déjà à l'époque du Cambodge antique. Au beau milieu de la jungle se trouve un escalier abandonné de 600 mètres de long menant à... oui, nulle part. Selon les experts, cet escalier a été construit il y a environ 1000 ans. Ils n'en sont pas sûrs, mais ils pensent qu'il menait à une ville ancienne. Malheureusement, au fil des ans, cette cité a été complètement recouverte par la jungle. Peut-être était-elle un point de rencontre important pour les voyageurs et les marchands venant de tout le continent. Revenons à ton histoire. Tu sens une présence étrange derrière toi. Tu te retournes, l'un de tes amis t'a sans doute fait une blague. Mais tu réalises qu'il n'y a personne derrière toi. Tu es seul dans les parages. Tu paniques.
Il y a vraiment quelque chose qui cloche, alors tu te précipites au bas des escaliers et tu retournes en courant vers tes amis, haletant et effrayé. Tu commences à raconter à tes amis ce qui s'est passé, mais ils ne te croient pas. Ils pensent que tu essaies juste de leur faire encore plus peur. Mais l'émotion sur ton visage ne semble pas feinte. Il y a une vraie panique dans tes yeux, le genre qu'on ne peut pas simuler. L'ombre ou le vent, ou peu importe ce qu'était cette chose, t'affiche une peur bleue et bien réelle. Vous êtes tous d'accord pour dire qu'il vaut mieux s'éloigner de ces escaliers et qu'il est préférable que tout le monde rentre chez soi. Camper à cet endroit n'était probablement pas une bonne idée. Dès que tu rentres chez toi, tu ouvres ton smartphone et tu consultes la galerie. Mais non, tu fais défiler photo après photo. L'escalier n'y est pas. Aucune des photos ne contient d'escalier. Juste une petite clairière plate avec rien d'autre que des arbres autour. Pas d'ombre bizarre, rien. Tes amis font la même expérience. Ton œil tremble et tu regardes par-dessus ton épaule gauche. Tu es dans la sécurité de ta maison, mais tu ressens soudain la même présence que celle que tu as ressentie sur l'escalier. Oh non! Tout devient noir. Mais tu peux te détendre, la plupart de ces histoires ne sont que des légendes urbaines, racontées pour te donner la chair de poule. Internet a une façon bien particulière de répandre les rumeurs, plus vite que la vitesse de la lumière. La plupart de ces escaliers pourraient même avoir été construits exprès tout récemment. Un atelier de menuiserie le week-end, quelques photos, et toi aussi tu pourrais faire sensation sur tous les sites de légendes urbaines. Ensuite, il te suffit de le démolir, de prendre une photo pour montrer qu'il a disparu comme par magie, et tu deviens une superstar d'Internet. Mais disons que tu trouves de vrais escaliers lors de ta randonnée. Ils sont très probablement les restes d'une vieille maison ou d'une cabane qui a été démolie ou qui s'est simplement effondrée après avoir été abandonnée. Nous sommes en 2021. Il y a une explication logique pour à peu près tout de nos jours. La présence que tu as ressentie était très probablement ton propre esprit qui te jouait des tours. Lorsque tu vois quelque chose dans la vie réelle qui ressemble à ce que tu as vu sur un site web ou dans un film d'horreur, ton esprit commence à travailler tout seul et tu peux voir ou ressentir quelque chose qui n'existe pas. C'est comme cela que certaines personnes décrivent l'hypnose. Tu veux tellement voir quelque chose que tu le fais apparaître. C'est probablement ce qui s'est passé ici. Ou pas. Chut, tu entends quelque chose? Ce n'est rien, juste de l'eau qui coule. Tu marches seul dans un couloir sombre avec rien d'autre que ton téléphone pour éclairer tes pas. Tu vois une grande silhouette au bout du couloir. Tu n'arrives pas à distinguer ce que c'est, mais ça a de larges épaules et une blouse de laboratoire. Tu t'arrêtes, mais tu n'as nulle part où aller et tu ne peux qu'avancer vers la silhouette ou retourner vers l'escalier. Soudain, elle se met à courir vers toi à toute allure. Tu restes cloué sur place. 4 heures plus tôt. Avec 2 de tes amis, vous avez décidé de pénétrer en douce dans une usine de produits chimiques abandonnée pour y tourner des vidéos cool à diffuser sur les réseaux. Tu n'étais pas convaincu, tu trouvais ça plutôt flippant. Mais tes amis ont insisté, ces vidéos deviendraient immédiatement virales. Donc, vous prenez vos vélos, vos lampes de poche, du matériel d'autodéfense et vous vous mettez en route. Comme la nuit tombe, vous allumez les phares de vos vélos avant de partir. Après quelques kilomètres, vous quittez la route principale pour traverser une forêt épaisse et sombre, jusqu'à une grande clôture de métal qui entoure l'usine. Tes amis et toi êtes déjà venus ici, mais vous n'avez jamais passé la grille. Ignorant les nombreux panneaux d'avertissement, vous sortez vos pinces et commencez à sectionner le grillage. Selon la légende, cette usine a été abandonnée des années auparavant, alors même qu'elle opérait à 100%. Un jour, un accident est survenu, entraînant l'évacuation massive de l'usine et de la ville qui l'entoure. Depuis cet événement, l'usine est restée vide. Aucun risque sanitaire n'a été détecté, mais les habitants d'une ville proche ont déclaré avoir vu des choses. Des formes se déplaçant dans l'ombre, des lumières clignotant aléatoirement sur le site censé être désert. On aurait même entendu des hurlements au milieu de la nuit. En écoutant ces histoires, tu sens tes cheveux se dresser sur ta tête et tu frissonnes de peur. Tes amis, en revanche, rigolent et s'agitent avec excitation. Après avoir passé la clôture, vous laissez vos vélos et vous vous frayez un chemin vers l'usine. Vous passez devant le parking où des voitures abandonnées le jour de l'évacuation sont restées à leur place. Certaines ont même encore leur portière ouverte. Vous atteignez la porte de l'usine, mais il y a une lourde chaîne. Tes amis ont beau la manipuler dans tous les sens, elle ne bouge pas. C'est donc ici que se termine votre aventure? L'un de tes amis ramasse une grosse pierre et la fracasse sur une fenêtre, vous ouvrant ainsi un passage où grimper.
Vous entrez dans l'usine, plongé dans le noir. Le sol est collant et a l'air chargé de poussière. Vous sortez vos lampes de poche et éclairez la salle. Tout y est recouvert d'une matière noire difficile à identifier. Certains objets sont renversés, comme si les gens avaient pris la fuite dans la précipitation pour rejoindre la sortie. Pour l'instant, rien de très effrayant. Comme l'usine est immense, vous avez tout votre temps pour l'explorer. Ton ami sort son téléphone et commence à diffuser une vidéo en direct. Elle raconte toute l'expédition et déjà beaucoup de gens la visionnent. Les commentaires et les avis commencent à pleuvoir. Soudain, vous entendez un cri provenant des profondeurs du bâtiment. Serrés les uns contre les autres dans un élan de peur, vous pensez presque à vous enfuir. Mais ton ami qui enregistre les événements insiste pour que vous avanciez. Le chemin est long et compliqué. Vous trouvez un plan de l'usine qui vous aide à vous repérer. Vous n'êtes que dans le hall d'accueil et il y a encore beaucoup d'endroits à visiter. La lumière clignotante provenait du 2e étage, visible depuis des fenêtres qui font face à la ville. Ce n'est pas très loin de là où vous êtes. Vous montez très lentement, mais l'escalier n'est pas stable. Après seulement quelques pas, une marche se brise. Ta jambe s'enfonce dans le trou où tu manques de tomber. Tes amis t'aident à te relever. Vous atteignez le 2e étage et essayez de trouver la salle d'où semblent venir les lumières. Le seul problème, c'est que l'éclairage ne cesse de dysfonctionner, inexplicablement, à moins qu'il n'y ait une raison valable. Vous décidez de vous séparer pour couvrir plus de terrain. Vous avez emporté des talkie-walkie pour communiquer. Bien vu, mais c'est quand même effrayant. Tu pénètres dans chaque pièce sur la pointe des pieds. Les objets abandonnés témoignent de la frayeur des gens le jour où ils ont dû s'enfuir. Les salles sont toutes plus glauques les unes que les autres. Tu pointes ta lampe de poche un peu partout, cherchant des indices, une explication. Tu entends des grésillements dans ton talkie-walkie, et ils sont de plus en plus forts. Tu n'arrives pas à l'éteindre. Une voix est audible derrière le grésillement statique. Mais la voix ne t'est pas familière. Un va-t'en résonne dans un cri strident. Tu manques de lâcher ton talkie-walkie, puis les lumières de la salle où tu te trouves commencent à trembloter. Tu paniques et cours dehors pour rejoindre les autres. Tu renverses de nombreux objets en les heurtant sur ton passage. Tes amis se précipitent vers toi pour savoir ce qui se passe. Après leur avoir tout raconté, ils se dirigent vers la pièce pour tenter d'y voir plus clair. Mais ils ne remarquent rien d'étrange. Les lumières ne clignotent pas et les talkie-walkie restent muets. Aurais-tu imaginé tout cela? Ton ami continue de tout filmer en direct. De plus en plus de monde suit votre aventure. Sans perdre de temps, vous vous enfoncez encore plus profondément dans l'usine. À présent, l'obscurité est totale. Il n'y a pas de fenêtre dans cette partie du bâtiment. C'est terrifiant. Tu vois des blouses de laboratoire éparpillées par terre. On dirait des corps. La salle où vous arrivez laisse entrevoir d'autres pièces remplies de machines et d'appareils. La plupart de ces pièces sont verrouillées et il faut un code d'accès pour y pénétrer. Problème, il n'y a plus d'électricité. Les piles de ta lampe de poche commencent à lâcher. Alors, tu sors ton téléphone pour t'éclairer. Ton ami est toujours en train de filmer, mais à mesure que vous vous enfoncez, le signal se fait plus instable. Même vos talkie-walkie ne fonctionnent plus. L'air est très humide et la pièce est pleine d'échos angoissants. Chacun de vos pas résonne le long d'un immense corridor, donnant l'impression que quelqu'un vous suit. C'est alors que tu entends des bruits de pas provenant de l'une des pièces. La légende dit qu'une créature vit ici. Ses bras sont immenses, ses dents pointues et ses yeux rouges et brillants. Elle erre dans les couloirs en griffant les murs avec ses ongles acérés. Certains disent qu'elle est perdue et qu'elle essaye simplement de trouver la sortie. D'autres qu'il s'agit d'un chien qui est rentré dans l'usine. Ton amie enregistre tout sur son téléphone, mais comme la connexion n'est pas bonne, elle a décidé qu'elle mettrait les images en ligne plus tard. Soudain, vous entendez quelque chose qui vous glace le sang. Des grattements sur le mur. Vous vous regardez les uns les autres, les yeux exorbités, et vous vous mettez à courir. Tu recommences à renverser des objets sur ton passage et tu fais beaucoup de bruit. Et te voilà dans l'impasse, à l'endroit où cette vidéo a débuté. Tu vois la grande silhouette aux larges épaules. Elle porte ce qui semble être une blouse de laboratoire. Elle commence à courir vers toi. Tu essayes toutes les portes du couloir et, finalement, l'une d'elles s'ouvre. Tu entres et tu claques la porte derrière toi. La créature commence à taper sur la porte. Elle essaye d'entrer. Tu enregistres tout. Tu rampes jusqu'à une vitre, mais tout ce que tu vois, c'est la créature qui s'enfuit. Tu as perdu tes amis et tu ne sais pas où tu es. Tout ce que tu veux, c'est sortir de là. Un plan de l'usine t'indique la sortie.
Tu jettes un coup d'œil pour savoir si le chemin est libre et tu te mets en route. Tu prends une photo du plan pour t'aider, mais on dirait que tu tournes en rond. Enfin, tu entends tes amis dehors et tu te précipites vers eux. Ils essayent de t'appeler. Eux aussi s'étaient enfuis et ils ne te retrouvaient plus. Vous quittez l'usine, montez sur vos vélos et rentrez chez vous. Au moment d'atteindre la route après avoir traversé la forêt, tu te retournes pour voir si quelque chose de bizarre se passe dans l'usine. Tu vois les lumières clignoter dans la pièce où tu te trouvais. Tu frissonnes en rentrant chez toi. Ne t'inquiète pas, rien de tout cela n'était réel. Ces lueurs clignotantes, ce n'étaient que des lampes défectueuses. Et la créature qui soi-disant te poursuivait, c'était juste tes amis qui te faisaient une farce. Il n'y a pas de créature monstrueuse dans cette usine. Les autres bruits que tu as entendus émanaient des animaux errants, effrayés par toute votre agitation. La vidéo a eu beaucoup de succès. Elle s'est propagée partout sur les réseaux. En revanche, quelqu'un a remarqué une silhouette dans le reflet d'une vitre pendant la diffusion en direct. Mais qu'est-ce que ça pourrait être ? Quand on pense au parc d'attractions, on imagine généralement des rires qui fusent, des après-midi joyeux, mais une fois qu'ils sont fermés et abandonnés, c'est une toute autre histoire. Partons à la découverte de quelques-uns de ces parcs. Tu décides de faire un voyage à la Nouvelle-Orléans pour visiter le parc Six Flags. Mais en arrivant sur place, tu découvres que le site est désert. Le panneau indiquant « fermé pour cause de tempête » est toujours là. Mais tu te sens d'humeur aventureuse, alors tu franchis les grilles et elles grincent. C'est moi ou cet endroit file la chair de poule ? Quand tu passes devant l'une des piscines, tu crois voir quelqu'un à l'intérieur. Tu te rapproches et... Oh non, un alligator. Tu prends tes jambes à ton cou, mieux vaut laisser cet animal en paix. Tu continues à explorer le site. Le parc est inspiré de l'architecture française de la ville. Mais les bâtiments sont désormais sales, les fenêtres sont toutes brisées et il y a des objets étranges un peu partout. Qu'est-ce qu'un patin à roulettes d'une autre époque fait ici ? Le parc a été fermé lors du tristement célèbre ouragan Katrina et il a été abandonné sous 2 mètres d'eau. Pas étonnant que les manèges soient tous rouillés maintenant. Ce carrousel ne fait pas très envie. Il nous faudra revenir une autre fois. Mais au moins, tu auras réussi à prendre quelques jolies photos, pas vrai ? Essayons de faire en sorte que notre visite suivante soit encore plus fascinante. Et si on partait à la découverte du Daddy Park de nuit ? Quelque part dans la campagne belge, un parc à thème effrayant a été abandonné il y a de nombreuses années. Tu n'as rien d'autre sur toi que la petite lampe de ton téléphone. Tu vois l'entrée d'un pont et tu entreprends de le traverser. Le pont oscille et grince. Si tu l'ignorais, sache que tu viens de t'aventurer sur l'un des ponts suspendus les plus longs d'Europe. Tu es enfin de l'autre côté. Ouf ! Les bois environnants sont terrifiants et plusieurs attractions commencent à apparaître le long du chemin. La végétation a envahi cette balançoire. Cet énorme toboggan se briserait probablement si tu te risquais à monter dessus. Le parc est dans un état lamentable. Pas étonnant qu'il ait été fermé pour des raisons de sécurité. Mieux vaut s'en aller maintenant. On reviendra quand il fera jour. Notre prochain arrêt est le Wonderland Eurasia, également connu sous le nom d'Anka Park en Turquie. Ce parc d'attractions a ouvert en mars 2019, mais a été fermé peu de temps après. Une fois à l'intérieur du gigantesque complexe, tu tombes sur ce qui ressemble à un entrepôt vide. Mais en réalité, il s'agit de montagnes russes couvertes. Tout a été laissé intact et semble comme neuf. Tu peux même t'asseoir rapidement sur l'un des sièges de l'immense manège. Ils sont encore parfaitement alignés. Si tu te sens vraiment aventureux, tu peux marcher sur les rails de la structure. Mais fais attention à ne pas tomber. Tiens, ce ne seraient pas les pierres à feu là-bas ? C'est comme si on retombait soudain en enfance. Cette section du parc était réservée aux plus jeunes. À l'horizon, tu aperçois ce qui doit être Jurassic World et tu décides d'aller voir un peu plus près. Il y a des modèles abandonnés de tyrannosaures gigantesques et de faux squelettes de dinosaures gisent sur le sol. Contrairement aux autres parcs abandonnés, ici tout est neuf, ce qui rend les choses d'autant plus étranges. Nara Dreamland était censé être le Disney World du Japon, mais le projet a fini par échouer. Aujourd'hui, il est envahi par le lierre et abrite d'étranges oiseaux. Pour y entrer, il faut traverser un pont-levis et se diriger vers un château aux couleurs pastel. Il est possible que ton cœur batte un peu plus vite que d'habitude au moment où tu passeras devant les montagnes russes entourées de brouillard. C'était censé être quoi ça, le Mont Cervin ? Eh oui. Tout dans cet endroit indique que tu ferais mieux de t'en aller. Un peu partout, tu verras des bobines de tickets et des animaux en peluche aux airs inquiétants. Et si on rentrait dans un restaurant désert ? C'est bizarre, les tables et les tabourets sont toujours en place.
En te promenant dans ce qui était autrefois une boutique de cadeaux, tu verras des étages vides et une caisse enregistreuse à l'ancienne. Je te conseille de partir avant que quelque chose ne surgisse. Si je te dis Joyland, qu'est-ce que tu imagines? Le nom parle de lui-même, non? Mais si tu décides de visiter le parc Joyland aujourd'hui, je suis prêt à parier que tu auras vite froid dans le dos. À Wichita, au Kansas, tu trouveras un parc à thème autrefois célèbre, mais désormais complètement déserté lui aussi, et rempli de curiosités étranges. Un toboggan bleu pâle au milieu d'une forêt? Oui. Des entrepôts vides tout droit sortis d'un film d'horreur? Tout à fait. Un palais du rire qui n'a plus grand-chose de drôle? Absolument. Mais si tu le visites par une belle journée ensoleillée, mon avis est que le parc, bien qu'étrange, a conservé un certain charme. Joyland a été construit à la fin des années 1940. Il dégage une aura rétro qui s'accorde parfaitement à cette atmosphère d'abandon. Regarde cette grande roue jaune, toute rouillée, avec une billetterie à l'avant. J'oserais même dire que c'est presque joli. Le parc d'attractions Magic Harbor n'est finalement pas si magique que ça. Juste à l'extérieur de Myrtle Beach, en Caroline du Sud, tu trouveras cet ancien parc à thème laissé à l'abandon. Ici, les autotamponneuses ne tamponnent plus rien. Si tu entres dans ce labyrinthe de haies, tu ne trouveras probablement jamais le moyen d'en sortir. Et je ne suis pas certain de ce que tu verras courir ou ramper parmi les manèges rouillés. Alors bonne chance si tu y prévois une visite. Si tu cherches un endroit où te rafraîchir par un après-midi chaud et ensoleillé, pourquoi ne pas te rendre à Disney's River Country? Je plaisante, tu n'auras certainement pas très envie de piquer une tête dans cet endroit. Le parc a été construit dans les années 1970 et a fermé en 2001. Si tu veux visiter les rapides, fais-le à pied au lieu d'emprunter la fausse rivière. Tu parcourras une centaine de mètres sur un sentier plutôt accidenté. Tu verras peut-être des pneus suspendus qui servaient autrefois de balançoire dans la baie. Et tu pourras même essayer la tyrolienne si tu décides de faire confiance à ce câble rouillé. Si ce parc n'est pas suffisamment glauque pour toi, sache qu'il a été fermé à cause d'une dangereuse bactérie qui se développait dans ses eaux chaudes. Tu es sûr que tu n'as pas envie de te baigner? Quand on pense à l'Italie, on pense tout de suite aux pâtes et aux pizzas. Et à une certaine tour penchée quelque part. Eh bien, dans le sud de l'Italie se trouve le parc d'attractions Miragica, et lui aussi est vide. L'entrée indique toujours « Bienvenue », mais les gens ont cessé de venir il y a plusieurs années déjà. Le site est recouvert de végétation. L'architecture inspirée des jeux de l'enfance tient toujours debout. Sous les rails abandonnés des montagnes russes, tu pourras presque entendre les cris de joie des anciens visiteurs. Cette partie du parc est habituellement interdite d'entrée, mais il n'y a plus personne pour contrôler cela maintenant. C'est peut-être effrayant, mais au moins l'adrénaline est au rendez-vous. Ce parc à thème n'est vide que pendant une certaine période de l'année. Mais il est quand même assez impressionnant. Tu dois prendre un train depuis le centre-ville de New York et voyager jusqu'au bout de la ligne pour atteindre le parc. Coney Island est un parc saisonnier, ouvert uniquement entre le milieu du printemps et le milieu de l'automne. Mais si ce sont les sensations troublantes qui t'intéressent, tu devras le visiter en hiver. Tu traverseras alors des rangées et des rangées d'étals vides, festonnés de guirlandes lumineuses. Tout semble figé dans le temps quand tous les manèges sont éteints. Et il arrive même parfois que tout soit gelé. Sous plusieurs centimètres de neige, Coney Island est un peu moins inquiétant. Mais il est vrai que la neige a quelque chose d'apaisant. Il n'empêche que le parc est quand même complètement déserté. C'est un super endroit pour une séance de photos. N'oublie pas de me dire dans les commentaires quel parc d'attractions abandonné tu as trouvé le plus effrayant. Tu me connais, je ne suis pas si courageux. Je te laisse t'y aventurer tout seul. On avait l'habitude d'appeler cette île le Paris de l'Est. Essentiellement à cause de ses magnifiques édifices dotés de grands jardins et d'impressionnantes voûtes de pierre. Mais elle n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était jadis. Son architecture est presque entièrement recouverte de racines d'arbres et de vignes. L'île de Ross est un petit territoire de l'océan Indien. Elle est située à l'est de la ville indienne de Port Blair. Bien qu'initialement conçue comme une prison, l'île de Ross a fini par devenir un lieu de villégiature luxueux pour l'élite locale. C'était un véritable paradis pour ses résidents les plus privilégiés. On y trouvait d'opulents bungalows, des vitraux importés d'Italie, de splendides jardins, des cours de tennis et même des piscines. Peu après la fermeture du complexe en 1937, un puissant tremblement de terre a frappé l'île.
Il a causé énormément de dégâts et l'a rendu inhabitable. L'île est maintenant sous administration indienne et n'est plus qu'une attraction touristique pour ceux qui s'intéressent aux villes fantômes. On trouve encore des vestiges d'architecture allemande dans le désert namibien. La ville de Kolmanskop, en Namibie, était un site extrêmement luxueux au début du XXe siècle, lorsque des Allemands sont venus s'y installer à la recherche de diamants. Cette ville ne manquait de rien. Il y avait une salle de bal, un hôpital et même un bowling. Mais elle fut vite abandonnée lorsqu'à la fin des années 1910, on a trouvé un lieu non loin encore plus riche en diamants. Alors, la plupart des gens ont déménagé, laissant tout derrière eux dans l'espoir de faire fortune. Depuis, Kolmanskop s'est lentement laissé recouvrir par les dunes de sable, mais les températures élevées ainsi que l'humidité réduite ont permis de préserver ces bâtiments. Cette ville fantôme est également accessible aux touristes. Si cela t'intéresse, tu peux organiser ta visite depuis la ville voisine de Lüderitz. Un château s'élève au-dessus de Cracow en Italie. Ce village fut construit au sommet d'une falaise de 400 mètres de haut. Ses fondateurs avaient choisi cet emplacement pour pouvoir se défendre des attaques étrangères. Mais le château, construit dans les années 1300, s'est rapidement détérioré en raison des nombreux glissements de terrain et tremblements de terre. Même si elle ne compte plus aucun habitant, cette ville médiévale s'anime souvent à l'occasion de festivités locales pendant les mois d'été. Les habitants de la région proposent des visites guidées et racontent des histoires incroyables sur cet endroit. L'un des points forts de la visite est une statue qui semble être sortie de nulle part et qui repose aujourd'hui dans un plan d'eau. Cachée dans les montagnes du Montana, la ville fantôme de Garnett est un vestige de la fameuse ruée vers l'or américaine. L'histoire de cette ville remonte aux années 1890, lorsqu'on trouvait encore beaucoup d'or dans la mine de Nancy Hanks. À sa grande époque, Garnett comptait près de 1000 habitants. Bien qu'elle fût située dans une région relativement isolée, elle avait des saloons, des hôtels, des magasins, une école et toutes les commodités d'une petite ville ordinaire. En 1905, lorsque les mines d'or finirent par être épuisées, elles furent pour la plupart abandonnées et il ne resta plus qu'une centaine de résidents. Et la ville fut touchée par une catastrophe en 1912 lorsqu'un incendie détruisit une grande partie de ses bâtiments. Dans les années 40, l'endroit était complètement abandonné. Des chasseurs de trésors s'y rendaient souvent à la recherche de meubles et autres objets de valeur. Mais certaines personnes souhaitant protéger ce lieu firent campagne dans les années 70 et on déclara la ville site historique en 2010. Garnett est l'une des villes fantômes les mieux préservées de la région. L'île de Hashima est un autre lieu abandonné qui prouve que, lorsque les gens partent, la nature reprend ses droits. Cet endroit mystérieux a même servi de décor à un film de James Bond en raison de sa mystérieuse beauté. Ce lieu était connu au Japon pour ses mines de charbon sous-marines. Sa création date de 1881. En 1959, à son apogée, plus de 5000 personnes y habitaient, notamment des mineurs avec leurs familles. Mais lorsque les mines ont commencé à s'épuiser dans les années 70, l'île a commencé à se vider de ses habitants qui l'abandonnèrent complètement en 3 mois. Même si personne n'y vit plus, de nombreux touristes viennent encore visiter ces maisons, piscines, magasins et usines désertes. Calico, en Californie, est une autre ville créée par une société minière en 1881. On avait découvert que l'endroit regorgeait d'argent, et on y a rapidement creusé plus de 500 mines et 3000 habitants sont venus s'y installer. Il y avait des hôtels, des magasins, des restaurants et une école. On y publiait même un journal, le Calico Print. Mais en 1986, la ville était vide. L'un des anciens habitants a décidé de l'acheter et a commencé à la restaurer, la transformant en monument historique classé. Les touristes peuvent même y visiter un musée de l'Ancien Ouest. L'une des attractions les plus intéressantes est le chemin de fer reconstitué de Calico et Odessa, long d'1,5 km. Il traverse des canyons et des collines escarpées et passe même devant les anciennes mines situées au nord de Calico. Environ un tiers des habitations sont d'origine, le reste étant constitué de bâtiments plus récents, des répliques destinées à recréer l'esprit d'autrefois. Si tu aimes les voitures, tu as peut-être entendu parler d'Henry Ford, le célèbre industriel américain qui a fondé la Ford Motor Company en 1903. Mais en 1927, il a commencé à travailler sur un autre de ses rêves, Fordlandia.
Il devait s'agir d'une immense plantation d'EVA située près de la rivière Taparos au Brésil, car il avait besoin d'un approvisionnement régulier en caoutchouc pour les pneus et les tuyaux de ses voitures. Il voulait créer une ville avec piscine, terrain de golf et bungalow. Il y aurait même des séances hebdomadaires de square dance pour les habitants. Ce projet ne fonctionna pas car les EVA furent rapidement infectés par des champignons foliaires. Henry Ford avait investi la somme astronomique de 20 millions de dollars. Mais la ville ne parvint pas à produire tout le caoutchouc dont il avait besoin. Il vendit sa création au Brésil en 1945 et la ville fut rapidement abandonnée. De nombreux bâtiments y sont encore visibles, mais pour l'essentiel, la nature a repris ses droits. Aujourd'hui, il ne s'agit plus que d'une attraction touristique. À sa grande époque, Hampi était la deuxième plus grande ville du monde. En voyant ses ruines aujourd'hui, il est difficile d'imaginer que cette ville indienne était jadis remplie de temples et de bazars et qu'elle était un centre important de l'empire Maurya au XIVe et XVe siècle. Elle fut détruite au XVIe siècle, mais on y trouve encore des forts et des marchés magnifiquement conservés. Elle a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1986 afin de protéger ses édifices, comme le Lotus Mahal, une structure de pierre ressemblant à une fleur de lotus ouverte au soleil. Un village touristique a été construit en 1920 sur la rive de l'Epecuén, une lagune salée située à environ 600 km au sud-ouest de Buenos Aires, en Argentine. Il a été créé pour offrir aux citadins stressés un peu de repos et les bienfaits des eaux thermales de la lagune. Il a rapidement été équipé d'une gare ferroviaire et a fini par accueillir une population de plus de 5000 habitants. Mais le projet a lui aussi assez vite échoué, car des précipitations inhabituelles ont entraîné la crue de la lagune. En 1985, l'eau a submergé le barrage et la ville a été inondée. Les eaux continuèrent de monter pour atteindre une hauteur de 10 mètres en 1993. Elles ne commencèrent à se retirer qu'en 2009 et laissèrent derrière elles quelques ruines complètement recouvertes de sel. Personne n'est revenu dans la ville, à l'exception d'un certain Pablo Novak, qui est retourné vivre seul à Villa Epecuén en 2012. Tu as peur du noir? Alors il y a des endroits où tu n'auras tout simplement pas envie d'aller. Les profondeurs des mines sont déjà assez effrayantes en soi, mais ce sont les histoires qui s'y cachent qui donnent encore plus la chair de poule. La mine de Ringwood, dans le New Jersey, peut sembler normale pour certaines personnes, mais pour d'autres, c'est un endroit où elles ne mettraient les pieds pour rien au monde. C'était autrefois une mine prospère avec l'une des plus grandes productions de fer du monde. Il y a plus de 100 ans, au début des années 1900, elle a été abandonnée, mais elle est toujours ouverte pour que les touristes curieux puissent y jeter un coup d'œil. À son apogée, des milliers d'ouvriers se levaient chaque jour et se préparaient à travailler dans des conditions très dangereuses. La mine était sujette aux effondrements et à divers accidents qui se produisaient régulièrement. Et malgré les risques, les mineurs étaient sous-payés. Imagine gagner moins d'$1 par jour pour être dans la saleté et sans lumière naturelle pendant la majeure partie de la journée. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle les gens l'évitent aujourd'hui. C'est plutôt parce qu'il y a eu des récits d'activités paranormales. Certains habitants affirment qu'ils ont entendu des bruits de pas et des voix provenant de l'intérieur des mines, des années après qu'elles ont été abandonnées. Certaines personnes ont vu des silhouettes se promener autour de leur maison en tenant des lanternes à la main. Quoi qu'il en soit, rien ne prouve qu'il s'agisse de quelque chose de paranormal. À l'époque, entre les années 1800 et le début des années 1900, il n'y avait pas de précautions particulières pour la santé et la sécurité. Les gens avaient besoin de travailler et la mine était un moyen rapide de gagner de l'argent. Personne ne se posait la question de savoir si être au fond d'une mine était effrayant ou non. Imagine que tu es l'un de ces ouvriers sur le point de terminer sa journée lorsque la lanterne au-dessus de toi commence à s'éteindre. Tu prends tes allumettes et essaies de la rallumer, mais sans succès. Après un moment, tu réalises qu'il n'y a que toi en bas et que tous les autres sont partis. Tu remballes ton matériel et tu sors en suivant la guirlande lumineuse qui a été placée stratégiquement pour que personne ne se perde. Alors que tu te ferais un chemin dans l'étroit boyau, tu commences à entendre des voix venant de derrière les murs. Au début, tu n'y penses pas trop, mettant ça sur le compte de la réverbération des sons dans les mines. Mais ensuite,
Tu écoutes attentivement et tu réalises que ces sons semblent littéralement venir de l'intérieur des murs, qui sont trop épais pour que ça vienne de l'extérieur. Tu colles ton oreille au mur et entends quelqu'un appeler ton nom. Tu sursautes et cours vers la sortie de la mine. Cependant, les lumières vacillent et les voix sont de plus en plus fortes. Les voix s'entremêlent, créant un mélange incohérent de ce qui semble être quelqu'un qui scande ton nom. Ton cœur s'emballe et tu transpires abondamment. Tu ne sais pas vraiment où tu vas puisque tout se ressemble. Soudain, tu perçois un grondement provenant du ventre de la mine, puis le silence. Tout est noir. C'est ce que tu ressentirais si tu étais un mineur à cette époque. Mais revenons à nos histoires effrayantes. Dans le West Riding, en Angleterre, le simple nom de Hawkspeed fait peur à la communauté locale. Les habitants de Barnsley se souviennent que ce site minier a été le théâtre de l'une des plus importantes catastrophes minières de l'histoire britannique le 12 décembre 1866. Les gaz à l'intérieur ont déclenché un incendie qui a provoqué une explosion majeure. Le feu s'est propagé et a fait rage pendant plusieurs jours, détruisant les équipements miniers et les supports en bois qui avaient été construits. Finalement, environ 100 tonnes de charbon se sont effondrées dans un cratère à l'entrée du puits, le scellant définitivement. Cependant, très récemment, les gens ont commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Une équipe spécialisée dans les phénomènes extraterrestres a décidé d'enquêter pour essayer de comprendre ce qui s'y est passé. Ils ont exploré le site pour voir s'il restait quelque chose avec lequel ils pouvaient communiquer. Ils en ont conclu que cet endroit était effectivement bizarre, mais qu'il n'y avait pas assez de preuves pour affirmer qu'il était hanté. Au début des années 1900, il y a eu une ruée vers l'argent en Alaska, dans la partie ouest de la chaîne des Wrangell. Le district minier de Tonopah, qui est aujourd'hui un musée, faisait partie d'un parc qui abritait de nombreux bâtiments, dont une forge et un hôpital, entre autres. Bien qu'il n'y ait pas d'histoire particulière comme les précédentes, cette mine est connue pour être hantée. Il y a beaucoup de théories derrière cette légende. Certains disent que ce sont d'anciens esprits qui occupent les mines, tandis que d'autres affirment que cela vient des prospecteurs qui y travaillaient. Quoi qu'il en soit, tu peux facilement faire une visite guidée dans et autour de la zone, et même la nuit si tu es assez courageux. L'exploitation minière a toujours fait partie de l'histoire de l'humanité. Les premiers métaux à avoir été exploités sont l'or et le cuivre. Certains scientifiques ont trouvé des preuves de tuyaux en cuivre datant de plus de 5000 ans. Le cuivre a joué un grand rôle dans l'évolution de l'humanité car il nous a aidés à nous défendre et pour le commerce. Tu as déjà entendu parler de l'expression « la chance des Irlandais » ? C'est un terme minier utilisé pendant les ruées vers l'or et l'argent dans l'Ouest américain, lorsque la chance semblait surtout sourire aux mineurs irlandais qui trouvaient les plus belles pépites. En 1863, la mine du Vautour en Arizona regorgeait d'or. Jusqu'en 1946, elle produisait des millions de minerais d'or, mais elle a fermé pendant certaines périodes. Plusieurs curieux ont décidé d'y jeter un coup d'œil pour voir si quelque chose d'étrange se passait à l'intérieur. Ils disaient avoir entendu des bruits venant d'en haut lorsqu'ils étaient à l'intérieur. Les habitants de la région les ont ensuite chassés car c'était une violation de propriété. La mine de charbon Atlas a ouvert et fermé rapidement entre 1936 et 1979 en Alberta, au Canada. Le charbon était extrait pour produire de l'électricité et du chauffage. La mine était connue pour avoir 2 puits qui étaient tous deux reliés par un tunnel à la base. Les propriétaires des mines ont décidé de construire des maisons pour les ouvriers et leurs familles car ils savaient qu'ils allaient créer de nombreux emplois. Ils ont fini par construire une école, un hôpital et une bibliothèque. Mais en 1979, la mine a fermé suite à un accident et depuis, la ville minière est abandonnée. De nombreuses personnes ont déclaré avoir vu des lumières à l'intérieur des bâtiments pourtant vides et avoir entendu des bruits étranges provenant des murs. Des choses remarquables ont été découvertes dans des mines, notamment le puissant Titanoboa. Ce serpent géant, qui vivait il y a environ 58 millions d'années, mesurait plus de 12 mètres de long et pesait autant qu'un rhinocéros noir. Des mineurs de charbon de Colombie étaient en train de déterrer du charbon lorsqu'ils ont découvert le fossile de ce serpent géant. Au départ, ils pensaient qu'il s'agissait d'un anaconda, mais il était bien plus gros. Imagine maintenant que tu te promènes dans une mine et que tu découvres de vieilles voitures datant des années 30.
En 2016, un enseignant belge parcourait une mine en France lorsqu'il a découvert les tunnels qui menaient aux voitures. On pense qu'elles ont été cachées là à une époque, mais que personne ne les avait récupérées ensuite. Même si elles sont toutes rouillées, leur valeur n'a certainement pas baissé. Si tu as toujours voulu visiter le plus grand site de plongée en eau douce du monde, il se trouve à Bonne Terre, dans une mine de plomb du Missouri. C'était une mine entièrement fonctionnelle jusqu'en 1962, date à laquelle elle a fermé. L'entreprise qui l'exploitait a tout démantelé, y compris les pompes à eau. Lentement mais sûrement, l'eau a commencé à monter et à inonder la mine. Dans les années 70, les 3 niveaux les plus bas étaient complètement submergés. Le site est alors devenu célèbre comme le plus grand lac souterrain d'eau douce du monde et a été baptisé le Billion Gallon Lake. La plupart des équipements miniers sont encore sous l'eau et il y a des dizaines de kilomètres de galeries inondées à découvrir. Bien que tout le monde se rassemble, je vais vous parler du Manananggal, une charmante créature mythique du folklore philippin. On la décrit souvent comme une femme qui aime dévorer les femmes enceintes endormies. Mais accrochez-vous bien. Pendant la journée, elle est toute pimpante et a l'air d'une vraie poupée. À la nuit tombée, toutefois, elle dissocie son buste de ses jambes et déploie ses grandes ailes de chauve-souris pour s'envoler dans l'obscurité à la recherche de victimes. Et elle ne s'arrête pas aux femmes enceintes, non. Elle se sert parfois de sa beauté pour égarer les hommes et les emmener dans sa cachette secrète où elle se régale de leur cœur, de leurs intestins et autres organes internes toute la nuit. Si vous rencontrez un jour le Manananggal et que vous voulez l'empêcher de rattacher son corps avant le lever du soleil, il vous suffira de saupoudrer ses jambes de sel, de cendre ou d'ail écrasé. Plutôt facile. Alors gardez un œil sur cette merveille et n'oubliez pas vos gousses d'ail. Maintenant, écoutez ça. Il existe dans le folklore allemand une créature assez dingue, l'Alpe. En gros, c'est un vampire mélangé à un incube, et il porte un chapeau génial appelé le Tarnkap, qui lui donne toutes sortes de pouvoirs. Ce type s'attaque aux femmes la nuit en troublant leurs rêves. Il aime le lait maternel et suce le sang des hommes et des enfants. L'Alpe peut se transformer en toutes sortes de choses. En chat, en cochon, en chien, en serpent et même en papillon. Il a aussi un mauvais œil qui porte malheur et rend malade. Mais ne vous inquiétez pas. Vous pouvez vous protéger en cachant un manche à balai sous votre oreiller, en orientant vos chaussures vers la porte, en accrochant des fers à cheval au montant de votre lit ou en plaçant un miroir sur votre poitrine. Et si rien ne marche, laissez la lumière allumée toute la nuit et mettez-lui un citron dans la bouche si vous le surprenez en train de faire la sieste pendant la journée. Voici le Pontianak, un fantôme effrayant du folklore malaisien. La légende raconte qu'il s'agit d'une femme qui serait décédée en couche et qu'elle voudrait maintenant se venger. Mais ce n'est pas un fantôme comme les autres. Elle a de longs cheveux noirs, des ongles pointus et une robe blanche tachée de sang. Et attention, car c'est aussi un maître du déguisement. Elle peut se transformer en une véritable beauté pour attirer ses proies avant de leur arracher les entrailles. Si vous sortez la nuit et que vous entendez des cris de bébé ou des rires féminins, méfiez-vous. C'est peut-être le Pontianak qui vient vous chercher. Et si tout est silencieux, c'est peut-être qu'elle est juste au coin de la rue. Alors restez vigilants et ne vous laissez pas séduire par des femmes trop belles. Saviez-vous que selon la légende irlandaise, chaque famille a sa propre banshee? Apparemment, cette créature pousse un cri perçant lorsque l'un des membres de la famille est sur le point de mourir. Pas très subtil comme avertissement. Mais ne vous laissez pas tromper par ce cri sinistre. Cette banshee est réputée être d'une beauté à couper le souffle, avec ses longs cheveux flottants et des yeux cramoisis à force de pleurer. On dit aussi qu'elle porte un châle gris sur ses vêtements verts. À la fois élégante et effrayante. Pourquoi pas? Certains disent même que la banshee peut se transformer en une douce jeune fille qui prédit le funeste destin de la famille en chantant « Eh, eh, eh !» Et si cela ne suffit pas à vous donner la chair de poule, on l'aurait aussi aperçue la nuit, recroquevillée dans les bois et pleurant à chaudes larmes. Une vraie fêtarde, n'est-ce pas? Alors la prochaine fois que vous entendrez un cri à vous glacer le sang au milieu de la nuit, n'oubliez pas que c'est peut-être la banshee de votre quartier qui passe par là. Je vais maintenant vous parler du Kalupiluit. Cette créature est le croque-mitaine de l'Arctique. Elle vit près de la banquise et a la réputation d'attraper les enfants qui s'approchent trop près de l'eau. Mais ne vous inquiétez pas,
Ce mythe n'existe que pour la sécurité des petits. L'aspect de cette créature varie d'une main histoire à l'autre, mais il y a quelques points communs. Sa peau est verte et visqueuse, ses cheveux et ses ongles sont longs. Ses mains sont palmées et elle porte une doudoune en plume d'eider. Et attention à ses nageoires, l'une d'elles émet un son qui vous paralysera. Mais n'ayez crainte, vous pourrez vous en sortir. Des chasseurs inuits astucieux ont compris que s'ils demandaient au Kalupilui de se transformer en phoque ou en baleine, ils pouvaient facilement en venir à bout et ramener une prise savoureuse à la maison. Miam. Certaines histoires racontent que ces créatures utilisent les enfants kidnappés pour prendre soin de leurs magnifiques cheveux. Un peu d'après-shampoing. D'autres disent que les enfants sont simplement dévorés ou servent de carburant à la jeunesse kalupiluite. Mais voici une piquante anecdote. Il était une fois une grand-mère qui ne pouvait pas nourrir son petit-fils et qui demanda à un kalupiluite de l'emmener. Les problèmes économiques de la tribu, une fois réglés, un jeune couple partit à la rescousse du petit garçon. Ils le trouvèrent attaché à des algues, mais chaque fois qu'il s'en approchait, le kalupiluite le ramenait sous l'eau. Ils attendirent donc le lever du soleil pour le détacher. Les kalupiluis sont peut-être effrayants, mais ils veillent bien sur les enfants. Et qui sait, peut-être vous donneront-ils des conseils pour vos soins capillaires. Voici maintenant le monstre chevalin le plus effrayant de toute l'Écosse. Le Nukelave ou Nukalave. Ce méchant garçon a un corps sans peau, une tête 10 fois plus grosse que celle d'un humain, et son haleine empoisonnée détruit les animaux et les récoltes. Il possède également des pouvoirs maléfiques qui peuvent semer le chaos dans toutes les îles. Mais n'ayez crainte, il existe une créature connue sous le nom de Meter of the Sea, qui peut contrôler cette bête terrifiante pendant les mois d'été. Le Nukelavi trouve ses racines dans le folklore nordique et orcadien et a été documenté pour la première fois au XVIe siècle par le mystérieux Joe Ben à l'aide de manuscrits latins. Ernest Marwick, écrivain et folkloriste orcadien, pense que cette créature marine maléfique est similaire au Nauk norvégien, au Nuggle des Shetland et au Kelpie métamorphe, ou Kelpido. Alors, si vous vous promenez en Écosse et que vous rencontrez ce type effrayant, n'oubliez pas de faire appel à la Meter of the Sea. Ce gars-là est le Sud-Africain Tokoloshi. Il ressemble à un gremlin, mais crois-moi, il est bien plus méchant. Apparemment, les sorcières et les chamans peuvent l'invoquer grâce à leur pouvoir magique. Mais il existe des moyens de contrôler ce fauteur de troubles. L'un d'entre eux consiste à lui donner du lait caillé. Apparemment, c'est ce qu'il préfère, et à lui dégager la frange. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez faire appel à un sorcier qui utilisera sa bonne vieille magie pour l'exorciser. Dans le folklore sud-africain, le tokolosh peut se rendre pratiquement invisible en suçant un galet. Alors si vous voulez l'éloigner de chez vous, répandez du sel béni, aussi appelé sel de tokolosh, sur les cadres de portes et les rebords des fenêtres. Ou, pour plus de prudence, mettez des briques sous les pieds de votre lit. Mieux vaut prévenir que guérir, pas vrai? Avez-vous déjà entendu parler de la chimère? Un véritable monstre. Cette femelle hybride qui crache du feu est composée de toutes sortes de parties animales. Son corps ressemble à celui d'un lion, sa tête à celle d'une chèvre, et sa queue se termine par une tête de serpent. Selon la mythologie grecque, la chimère est l'enfant de Typhon et d'Échidna, et la sœur de Cerbère et de l'hydre de Lerne. Une belle petite famille, n'est-ce pas? Mais ne vous inquiétez pas, notre héros Bellérophon a réglé le problème. Le roi de Lycie l'envoya combattre la redoutable chimère. Et Bellérophon était un grand héros dont les monstres avaient très peur. La chimère n'était pas de taille pour notre ami et son fidèle Pégase. Même si le roi espérait secrètement que la chimère prenne le dessus sur Bellérophon, la justice l'a emportée et elle fut finalement vaincue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Salut, tu es prêt à voir un tas de trucs épatants, mais en même temps dégueux ou étranges? Notre liste compte 25 articles avec une sélection variée allant des animaux aux chaussures. La compagne de cette personne réalise une collection de ses verres de contact quotidiens. Elle a choisi de les entasser derrière la tête de lit. Une exposition très intéressante. Je me demande ce qui se serait passé s'il n'avait jamais tiré le lit pour nettoyer. En parlant de vue, voici une forêt sombre et impénétrable. On dirait un lieu tiré d'un conte de fées ou d'une histoire d'épouvante. Mais visite Ben Lomond en Nouvelle-Zélande ou la région de la Forêt Noire en Allemagne et tu verras ces bois à l'aspect enchanteur. Si tu fais du camping, tu as peut-être déjà remarqué que les insectes adoraient se joindre à toi.
Sur cette photo, on en voit qui profitent de la vie avec les campeurs. Heureusement, il existe des moyens de s'en protéger. Je veux parler des sprays ou des crèmes anti-insectes. Tu peux aussi fabriquer ton propre répulsif maison à base d'huiles essentielles. Excuse-moi, c'est quoi ces trucs scintillants? Ce sont des yeux d'alligator. Des dizaines d'alligators arpentent les marécages de Floride, et leurs yeux brillent. Les photographes ont eu recours au flash de leur appareil photo pour mieux capturer cet effet. Les yeux de ces animaux ont cet aspect parce qu'ils sont dotés d'un système réflecteur. Tu connais peut-être cet effet si tu as un chat. Allez, à plus l'alligator! Les orages peuvent être effrayants, surtout si tu vois ceci dans le ciel. C'est un phénomène rare. Il s'agit d'un phénomène lumineux transitoire, également appelé farfadet. Pour moi, ça ressemble plutôt à une méduse. En ce qui concerne les choses que les gens voient dans le ciel, il existe beaucoup de canulars et autres légendes, mais ce type de phénomène est bien réel et il a été confirmé par des experts. Quel est ce cercle noir sur la photo? Quelqu'un l'a-t-il retouché? Non, c'est juste des scientifiques qui ont trouvé le moyen d'ouvrir un portail vers une autre dimension. Bon, d'accord, ça ce n'est peut-être pas vrai non plus. Il s'agit d'un objet peint avec du Vantablack. Oui, sérieusement, c'est le matériau le plus sombre que la science ait conçu à ce jour, et il a été inventé en 2014. C'est la nuance de noir la plus obscure, car elle peut absorber 99,96% des spectres de la lumière visible, de l'ultraviolet et de l'infrarouge. Les chercheurs ont même produit une sorte de spray de cette substance. Le matériau joue en quelque sorte avec notre appréciation de la perspective. Ainsi, les objets tridimensionnels semblent n'avoir plus que 2 dimensions. Si l'on t'en donnait pour peindre quelque chose, que choisirais-tu ? Laisse-moi te montrer des bottes en peau humaine, qui valent des milliers de dollars. Ces chaussures customisées sont conçues pour ressembler à des jambes et à des pieds humains. Elles sont fabriquées en silicone. Voyageons un peu dans le temps pour voir le plus vieux scaphandre au monde, qui date du XVIIIe siècle. Il pourrait bien devenir le monstre de ton placard. Les ratons laveurs aiment la nourriture pour chat, et en voici la preuve. Je sais que tu as faim toi aussi mon pote, mais tes petites mains griffues nous font bien trop flipper. Non, je retire ce que j'ai dit. Vos mains sont adorables, cher raton laveur, comparé à la cuisine de cette personne. L'idée semble cool et assez compréhensible. Ce puits date du milieu des années 1700. Mais j'ai déjà regardé The Ring et je préfère passer mon tour. Est-ce une spécialité d'Halloween ou cette personne utilise-t-elle vraiment cette voiture à tout moment de l'année? Il s'agit d'un rétroviseur latéral avec une certaine touche d'originalité. Ah, impeccable! Je prévoyais de rénover ma maison. Et cette idée semble bien pratique. Il s'agit en fait d'un couloir plat. S'agit-il de la plus grande toile du monde? Une personne a aperçu une toile d'araignée géante à son travail aujourd'hui. Toutes ces choses sur Internet amènent à se demander pourquoi tant de monde semble fasciné par les trucs un peu dégoûtants. Et la science a la réponse à cette question. Tout est fondamentalement lié à la manière dont fonctionne le sentiment de dégoût. Il s'agit d'une émotion d'évitement qui signale que quelque chose peut être nocif pour l'organisme et qu'il vaut donc mieux l'éviter. Les chercheurs pensent que ce sentiment est à l'origine lié à l'alimentation. Charles Darwin, par exemple, affirmait qu'une apparence et une odeur inhabituelle des aliments provoquaient cette réaction. Elle avait une fonction régulatrice en tant que sentiment protecteur ou émotion exclusive. Alors, quel est l'attrait du dégoût? Demandons-le à des psychologues. Ils pensent que les stimuli dégoûtants attirent et retiennent l'attention. C'est pourquoi, même si le dégoût est perçu comme un sentiment désagréable, cette émotion a évolué pour capter simultanément l'attention des gens. Parfois, les choses bizarres ne se contentent pas d'éveiller ton intérêt. Il peut s'agir d'un phénomène apprécié de nombreuses personnes. Les vidéos d'ASMR sont aussi agréables que relaxantes pour certains. Et beaucoup de gens ne les trouvent pas repoussantes, bien au contraire. Voici un très gros plan d'une fourmi. Il en existe plus de 12 000 espèces différentes dans le monde. On se demande si elles ressemblent toutes à celle-ci de près. Les fourmis semblent si inoffensives lorsqu'elles se faufilent dans notre panier de pique-nique, mais il s'avère que certaines d'entre elles peuvent voler et que d'autres ne sont pas aussi chétives que les fourmis ordinaires. Et tant que nous parlons d'animaux, voici la gorge d'une tortue luth. C'est la plus grande tortue vivante. De plus, ces tortues détiennent le record du reptile non crocodilien le plus lourd.
Elle mesure jusqu'à 1,80 m de long et pèse 500 kg. Si tu en croises une, tu pourras facilement la reconnaître car elle n'a pas de carapace osseuse, contrairement aux autres tortues marines que nous connaissons. Je sais que cela ressemble à une personne portant un costume, mais il s'agit d'une harpie féroce qui est un type d'aigle. Veux-tu voir une danseuse espagnole ? Oh non, on ne va pas se déhancher sur un air latino, il s'agit d'un animal. C'est une limace de mer, plus précisément. Elle a bien un nom scientifique, mais il n'est pas évident à épeler, alors on l'a surnommée ainsi. La ressemblance avec les jupons de Carmen est quand même frappante. Il est temps de nous intéresser aux aliments bizarroïdes. Voici un citron en train de pourrir. Penchons-nous un peu sur le monde des moisissures. Leurs spores sont comme de minuscules ninjas capables de s'infiltrer dans tes aliments. Elles se faufilent partout et adorent s'installer sur le pain, la viande et les fruits. Elles créent de petites taches velues qui peuvent te rendre très malade. Et il faut se méfier de celles qui produisent des toxines. Heureusement, toutes les moisissures ne sont pas nocives. Certaines d'entre elles, comme celles qui donnent naissance au roquefort, sont saines et délicieuses. De quoi les moisissures ont-elles besoin pour se former ? D'eau, de nutriments, d'une bonne qualité de l'air et d'une température idéale. Les moisissures peuvent donc se développer sur pratiquement n'importe quel aliment. Enfin, si tu repères des moisissures dessus, ne te contente pas de couper la partie la plus moche et de considérer que le reste est propre à la consommation. Les moisissures peuvent pénétrer profondément dans la nourriture. Il est sûrement préférable de jeter cet aliment moisi et de ne pas prendre le moindre risque si tu n'es pas sûr qu'il ne présente aucun danger. Je ne sais pas quoi dire. C'était du fromage à la crème dans une autre vie. Oh, regarde, un bébé phoque. Non, attends, c'est du moisi. Cette personne faisait des recherches sur les moisissures. Elle nous laisse avec cet Aspergillus flavus, qui se contente de vivre sa vie. Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant et se demander comment des gens ont pu laisser ça se produire ? Je m'interroge maintenant sur la taille que peut atteindre une plante qui pousse à travers de la moquette. En voici une autre. Tu veux voir le vomi d'un chat qu'on aurait laissé mûrir quelques jours ? Burk. Mais d'un autre côté, waouh ! On a retrouvé des champignons entiers sur des couvertures en nettoyant cette maison. Le sentiment de dégoût ne date pas d'hier, et la tragédie de Shakespeare, Titus Andronicus, n'était pas si différente de nos films d'horreur actuels. Elle a clairement divisé les gens à l'époque. C'est aussi pour cela que nombre de spectateurs raffolent des torrents d'hémoglobine de Quentin Tarantino. C'est moi ou cette fraise à la forme d'un animal ? Il y a même une marque qui semble lui donner un œil. Et voilà, j'espère que tu as été séduit par toutes ces choses qui auraient dû, en principe, te révulser. Allez, à la prochaine fois. L'hôtel Herald Square à New York. Une femme de chambre marchait dans le couloir du 5e étage et s'occupait de faire les lits dans chaque chambre. Elle nettoya les chambres 550, 551 et 553. Et elle évita la chambre 552, car elle savait que les locataires n'ouvriraient pas la porte. Des femmes étranges vivaient là depuis plus de 20 ans. Les registres de l'hôtel indiquaient que 3 femmes avaient pris la chambre 552. Ida Wood, accompagnée de sa sœur et de sa fille. Personne ne les avait jamais vues, mais elles payaient toujours leurs factures à temps. Elles commandaient du lait, du café, du bacon, des œufs et d'autres aliments presque tous les jours. Le serveur les leur apportait et recevait 10 cents en guise de pourboire. Les habitantes de la chambre 552 ne permettaient à personne de la nettoyer. La femme de chambre n'avait réussi à persuader Ida qu'à 2 reprises de la laisser changer les draps. Mais même dans ce cas, la mystérieuse femme récupérait le linge par une porte légèrement entr'ouverte et ne montrait pas son visage. Et puis un jour, tout a changé. Au printemps 1931, à 16h, la porte s'est ouverte. Ida Wood, 93 ans, a regardé hors de ses appartements et a demandé à la femme de chambre d'appeler le médecin. La sœur d'Ida était malheureusement tombée très malade. Les gens se sont rapidement rassemblés autour de la chambre 552. Médecin, maître d'hôtel, avocat, femme de ménage. L'image de ce qu'ils ont vu à l'intérieur est restée longtemps gravée dans la mémoire de nombreux New-Yorkais. La nouvelle d'Ida Wood s'est répandue dans presque tous les États-Unis. Des mois et même des années plus tard, les gens parlaient encore de cette femme mystérieuse. Mais pour comprendre ce qui s'est passé, découvrons qui était Ida Wood.
Aida était arrivée à New York en 1857, à l'âge de 19 ans. Son nom de famille était Mayfield. Et son père était le riche propriétaire d'une plantation de canne à sucre dans le sud. Un jour, elle a décidé de changer de vie et de déménager dans le nord. À New York, elle est rapidement devenue une fille populaire. Belle, jeune et très intelligente, Aida savait facilement qui fréquenter et qui éviter. Elle connaissait tous les potins et toutes les nouvelles de la vie sociale new-yorkaise. Elle était toujours la bienvenue dans les soirées. De nombreux hommes étaient conquis par sa beauté et son intelligence, mais personne ne parvenait à la charmer, car personne ne répondait à ses exigences. Une fois, Aida a même écrit une lettre à un homme influent de la ville, Benjamin Wood. C'était un entrepreneur bien connu, propriétaire d'une compagnie maritime et d'un journal influent. Le frère de Benjamin était par ailleurs l'ancien maire de New York. La lettre d'Aida était romantique et empreinte d'humour. Aida a demandé à Ben de la rencontrer et il a accepté. Quand il l'a vue en personne, il est immédiatement tombé amoureux. À partir de ce moment, la vie d'Aida a complètement changé. Elle a dès lors vécu dans le luxe et toutes les portes lui étaient ouvertes. Grâce à sa position, elle a dansé avec le prince de Galles, a réussi à rencontrer Abraham Lincoln et de nombreuses autres célébrités. Puis, en 1867, elle est devenue la femme de Ben. Aida n'en avait absolument pas après la fortune de son mari. Elle était une bonne épouse et aimait son conjoint. Ils ont eu une fille appelée Emma. La vie était parfaite, à une seule exception. Ben aimait beaucoup jouer. Certains jours, il réussissait à gagner le gros lot et d'autres jours, il perdait beaucoup d'argent. Contrairement à lui, Aida savait économiser son argent et connaissait sa valeur car elle avait peur de le perdre. Elle a donc passé un accord avec son mari. Quand il perdait, il devait donner à Aida une somme égale à ses pertes. Quand il gagnait, il donnait à sa femme la moitié de ses gains. Benjamin a accepté ces conditions. Aida espérait qu'elle aiderait son mari à renoncer au jeu d'argent. Mais il continuait. D'un côté, Aida s'en inquiétait, mais de l'autre, sa fortune augmentait rapidement. En 1900, Ben est décédé. Les journalistes ont découvert que M. Wood ne possédait aucun bien immobilier, ni aucun bien de valeur. Il n'y avait plus beaucoup d'argent sur ses comptes. Tout le monde a compris que son immense fortune était désormais entre les mains de sa femme. Aida Wood est devenue l'une des femmes les plus riches de New York. Elle possédait non seulement des biens et de l'argent, mais aussi le journal. Pendant les mois qui ont suivi, elle a dirigé cette entreprise, assisté à de nombreux événements mondains, beaucoup voyagé et donné énormément d'argent à des œuvres de charité. Mais ensuite, en 1901, quelque chose s'est produit. Il semble que l'argent ait commencé à la rendre folle. Elle sentait qu'elle dépensait beaucoup trop et qu'elle risquait de manquer un jour d'argent, ou que quelqu'un pouvait bien le lui prendre. Elle a alors vendu le journal pour plus de 250 000 $, ainsi que les biens coûteux qu'elle avait acquis au fil des années, tenues, peintures, sculptures, meubles et maisons. Elle a placé tout l'argent sur son compte en banque. Pendant ce temps, la situation financière globale commençait à devenir tendue. Les gens étaient nerveux à l'idée d'une crise à venir. Aida a également ressenti ces changements et cela a engendré une aggravation de son état émotionnel. En 1907, Aida est retournée à la banque et a retiré environ $1 million de ses comptes. Elle n'avait aucune confiance dans les banques et a décidé de garder cet argent elle-même. Après cela, elle, ainsi que sa fille Emma et sa sœur, Miss Mary Mayfield, ont loué une chambre à l'hôtel Herald Square. Elles y ont apporté tous leurs effets personnels, ainsi que des valises remplies d'argent. Elle ne permettait aucun contact avec le monde extérieur, interdisait aux domestiques d'entrer dans sa chambre et demandait à ce que l'on laisse de la nourriture à côté de la porte. C'est ainsi qu'elle a vécu pendant les décennies suivantes. Puis, à l'âge de 70 ans, la fille d'Aida est tombée très malade. Elle a été emmenée à l'hôpital, où elle est décédée. Aida est restée vivre avec sa sœur.
Et au printemps 1931, Miss Mary Mayfield est également tombée malade. Aida a décidé de quitter l'hôtel et de mettre fin à sa réclusion. Sa chambre était extrêmement sale et désordonnée. Il y avait des morceaux de nourriture et des ordures sur le sol. Les deux vieilles résidentes semblaient mentalement dérangées. Elles étaient excessivement minces et portaient de vieux vêtements sales. Il y avait des piles de journaux jaunis, des boîtes de crackers à moitié mangées, des pelotes de fil et de cordes, de vieux papiers d'emballage un peu partout, et plusieurs grandes valises contenant des millions de dollars. Parmi les nombreuses choses qui ont été trouvées, il y avait des titres avec des actions de valeur qui n'avaient pas été encaissées depuis des décennies. Et à ce moment-là, leur valeur totale était passée à 175 000 $. Quand la sœur est décédée et les médecins l'ont fait sortir de la chambre, Aida les a aidés, mais elle avait peur de laisser la porte ouverte, et elle avait ses raisons. Aida avait 54 valises pleines d'argent. Certaines d'entre elles étaient stockées dans un entrepôt en banlieue. Elles étaient remplies de tissus et de robes venues d'Europe, de colliers, de bracelets, de montres et de pierres précieuses taillées hors de prix. Ils ont trouvé un collier à 40 000 $ dans une vieille boîte de biscuits. Ils ont trouvé 250 000 $ de plus dans une boîte à chaussures. L'une des infirmières qui s'occupait d'Aida a découvert 500 000 $ en liquide dans sa robe, dans une poche cachée. Tout le monde a compris qu'Aida ne pouvait pas vivre seule. Elle était malade et affaiblie. Elle a alors été transférée dans une chambre à un autre étage. Ses avocats et ses proches ont reconnu qu'Aida était en état d'incapacité et ont commencé à compter sa fortune. Pendant l'enquête, la nouvelle de la vieille dame fortunée s'est répandue dans tout New York. Il y avait des gens qui se disaient apparentés à Aida. Chacun d'entre eux réclamait un généreux héritage. La santé d'Aida empirait. Quand on lui apportait de l'eau et de la nourriture, elle demandait combien cela coûtait. Si quelque chose était plus cher qu'$, Aida refusait de l'accepter. Elle croyait qu'il la gardait en captivité, alors elle regardait souvent par la fenêtre et criait à l'aide. Elle considérait presque tous ceux qui l'entouraient comme des ennemis, à l'exception des infirmières qu'elle croyait être ses confidentes. Elle leur racontait des épisodes de sa vie et partageait ses secrets. Le 12 mars 1932, Aida est décédée. Très vite, un litige de grande ampleur a commencé pour partager ses biens et son argent. Plus de 1000 personnes se sont présentées. Beaucoup d'entre elles venaient de Louisiane et disaient être proches d'Aida et connaître son père. Pendant ce temps, l'enquête sur l'identité d'Aida s'est poursuivie. Ils ont découvert qu'Aida n'avait jamais vécu dans le Sud. Son père n'était pas propriétaire d'une plantation de canne à sucre et son vrai nom était en fait Ellen Walsh. Elle était née et avait grandi dans les quartiers chauds de Dublin. Mais la chose la plus intéressante était que sa fille Emma n'était pas son enfant, elle était sa sœur. Personne ne sait pourquoi elles avaient prétendu qu'il en était autrement. Il est possible que le mari d'Aida l'ait su, mais il n'a jamais révélé les secrets de sa femme. Le grand secret d'Aida a été révélé, mais certaines questions à son sujet demeurent. Comment une pauvre fille de Dublin a-t-elle pu entrer si facilement et si rapidement dans le cercle de la haute bourgeoisie new-yorkaise ? Pourquoi sa sœur s'est-elle faite passer pour sa fille ? Et surtout, qu'est-ce qui a provoqué sa folie ? Imagine que tu es en vacances et que ta réservation d'hôtel est annulée. Tu vas devoir trouver un autre endroit où séjourner. Tu commences à chercher un hébergement sur Google quand tu tombes sur une annonce un peu particulière. Elle mentionne un hôtel qui semble avoir un nombre infini de chambres. Ils auront sûrement une chambre disponible pour toi, n'est-ce pas ? Tu arrives à l'hôtel et tu es accueilli à la réception par le directeur. Lui aussi a l'air spécial, et tu vas bientôt comprendre pourquoi. Il commence par dire que toutes ces chambres sont réservées. Le nombre infini de chambres sont toutes occupées par un nombre infini de clients. Mais attends, le directeur a quand même peut-être une solution pour toi. Il commence à expliquer que toutes les chambres de l'hôtel sont numérotées en commençant par la chambre numéro 1. Puis il y a la chambre numéro 2, puis 3, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Dans cet hôtel, une seule personne est autorisée par chambre. Mais alors, s'il y a une personne dans chacune des chambres, comment va-t-il faire de la place pour toi ? C'est simple, il demande à chacun des clients de se décaler d'une chambre.
Ainsi, la personne qui se trouve dans la chambre numéro 1 passe dans la chambre numéro 2, celle qui occupe la chambre numéro 2 passe dans la numéro 3, et ainsi de suite. Une fois que chacun de ce nombre infini de clients s'est décalé d'une chambre, la chambre numéro 1 devient disponible pour que tu y séjournes. Pendant que tu attends à la réception, un bus arrive avec 100 passagers qui veulent aussi passer la nuit à l'hôtel. Le directeur applique la même stratégie. Il décale tout le monde de 100 chambres jusqu'à ce que les 100 premières chambres soient prêtes à recevoir des clients. La rumeur se répand rapidement qu'il y a un hôtel qui peut accueillir beaucoup de clients. Évidemment, d'autres bus commencent à arriver. Et il ne s'agit pas seulement d'un grand nombre de bus. Un nombre infini de bus avec un nombre infini de passagers font la queue à l'entrée de l'hôtel. Notre directeur est encore une fois très malin. Il ouvre son agenda infini avec un nombre infini de pages et commence à préparer un tableau qui a aussi un nombre infini de colonnes et de lignes. Dans ce tableau, il y a une ligne pour chaque bus, avec la ligne du haut pour toutes les personnes qui sont déjà à l'hôtel. Il utilise les colonnes pour montrer la position que chaque personne occupe. Il y a la chambre numéro 1, la chambre numéro 2 et ainsi de suite. Il continue en remplissant le tableau avec bus 1, siège 1, puis bus 1, siège 2. Son objectif est de s'assurer que chaque personne reçoit son code unique. Ce code est composé du numéro du bus et du numéro du siège. Il montre ensuite à tout le monde comment il va attribuer les chambres. En commençant par le coin supérieur gauche de son tableau, il trace une ligne qui zigzague d'avant en arrière à travers le tableau, en passant par chaque personne exactement une fois. S'il pouvait tirer sur cette ligne depuis son extrémité, il transformerait le tableau infini en une seule ligne. Une fois que l'ordre de cette ligne est défini, il attribue chaque numéro de chambre à son client désigné. Tout le monde est logé à nouveau. Au moment où notre brillant directeur s'apprête à faire une pause, un grand bus apparaît à l'entrée de l'hôtel. Pas un véhicule ordinaire, mais un bus disco qui n'a pas de siège. Mais comme tu peux déjà l'imaginer, il a aussi un nombre infini de passagers. Alors qu'ils descendent du bus, tu entends leurs noms qui sont vraiment bizarres. Assez vite, l'un des nouveaux passagers explique pourquoi ils s'appellent de cette façon. Comme il y a un nombre infini d'entre eux dans le bus, ils ont tous décidé d'utiliser des identifiants uniques, utilisant uniquement les lettres X et Z. Pour rester dans le thème, ces noms sont aussi infiniment longs. Une personne peut s'appeler XXXXXX avec des lettres qui continuent indéfiniment, tandis qu'une autre peut s'appeler XZ, 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 avec encore cette combinaison de lettres qui continue indéfiniment. Après avoir réfléchi un peu, tu te rends compte qu'il y a une personne pour chaque séquence infinie possible de ces deux lettres. Mais juste au moment où les passagers du bus disco commencent à entrer dans l'hôtel, le directeur dit qu'il n'est pas en mesure de les loger tous dans l'hôtel. Cela risque d'être un peu compliqué à expliquer cette fois-ci, dit-il, mais laissez-moi essayer. Il commence par ouvrir une fois de plus son agenda infini. Il procède ensuite à l'attribution des chambres aux personnes présentes dans le bus. Disons que la chambre numéro 1 est pour la personne nommée XXXXXX. Tandis que la chambre numéro 2 est pour la personne nommée XZ, 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 XZ. Il devrait techniquement continuer en attribuant une chaîne différente de X et de Z à chacune de son nombre infini de chambres. C'est là que ça se complique, dit-il, car même si je complète cette liste infinie de noms, je peux toujours nommer une personne qui n'a pas eu de chambre. Pour savoir qui est cette personne, il suffit de prendre la première lettre du premier nom et de l'intervertir, de sorte que X devienne Z. Ensuite, il faut prendre la deuxième lettre du deuxième nom et la changer de Z en X. En continuant à faire ça, le nom qu'on va écrire n'apparaîtra sûrement pas sur la liste. Tu es peut-être tombé sur un hôtel avec un nombre infini de chambres, mais ce n'est pas pour autant qu'il peut accueillir littéralement tout le monde. Et ce, parce que ces chambres sont certes infinies, mais elles sont dénombrables. Même si cela te prendrait une éternité, tu pourrais techniquement compter toutes les chambres de l'hôtel, une à une. La raison pour laquelle on ne peut pas loger tous les passagers du bus disco est que ces passagers sont à l'inverse indénombrables. Il n'y a pas de moyen systématique de les identifier. En voyant les choses sous cet angle, on peut se poser la question suivante. Certaines infinités sont-elles plus grandes que d'autres ? Cette théorie s'appelle le grand hôtel infini de David Hilbert, et ce n'est pas la seule de ce genre.
La théorie de l'amitié est tout aussi amusante. Elle stipule que la plupart des gens ont moins d'amis que leurs amis n'en ont. Donc, si tu as 3 amis, il y a de fortes chances que tes amis aient plus de 3 amis chacun. Il est difficile de comprendre pourquoi c'est vrai, mais c'est vrai. Ce phénomène a été remarqué pour la première fois en 1991 par un sociologue nommé Scott Feld. Il a fait cette découverte inhabituelle en examinant des réseaux sociaux existants. Il a calculé le nombre moyen d'amis qu'une personne avait et a ensuite comparé ce nombre au nombre moyen d'amis que ses amis avaient. Il a remarqué que le deuxième nombre était toujours plus grand. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'explication logique à ce phénomène. Si tu te demandes en quoi c'est important, c'est parce que cela affecte la façon dont nous nous percevons par rapport aux autres. La plupart d'entre nous considèrent que nos amis sont plus heureux, plus riches et plus populaires qu'eux. Mais il est important de se rappeler que presque tout le monde est dans la même situation. Il y a aussi les théories de Zénon, qui sont des énigmes sur le mouvement. Elles posent des questions comme « Si tu dois faire la moitié des pas pour arriver quelque part, puis la moitié de ces pas, puis la moitié de ces pas, arriveras-tu jamais à destination ?» La réponse inattendue est oui. Même si tu as l'impression de ne jamais arriver au bout, si tu continues à faire la moitié des pas à chaque fois, tu finiras par y arriver. Cela peut sembler bizarre, mais toutes ces théories sont en fait des paradoxes. En mathématiques, il s'agit de conclusions tellement absurdes qu'il est difficile de les comprendre, même si toutes les étapes que tu as suivies avant d'arriver à la conclusion sont correctes. Dans la plupart des scénarios, le paradoxe est la contradiction des affirmations elles-mêmes. Dans Le Grand Hôtel Infini de David Hilbert, par exemple, ces affirmations sont que l'hôtel peut être entièrement réservé et en même temps avoir des chambres disponibles. Imagine une ville fantôme, des bâtiments abandonnés couverts de graffitis, des carcasses de voitures rouillées, des routes au goudron fissuré. Et maintenant, ajoute à ça une épaisse couche de fumée noire qui sort du sol. Et le sol lui-même est chaud au toucher. Bienvenue à Centralia, en Pennsylvanie. C'était un endroit animé dans les années 1800 et jusque dans les années 1960. Ces riches mines de charbon ont attiré beaucoup de gens pour y travailler et y vivre. Mais en 1962, l'une de ces mines a accidentellement pris feu et un incendie a commencé à se propager sous terre. Le charbon est un combustible à combustion lente. Donc, les citoyens ont continué à vivre paisiblement pendant presque 2 autres décennies, jusqu'à ce que l'incendie commence à ronger la ville par le dessous. L'un des pires accidents a eu lieu lorsqu'un trou béant est apparu de nulle part dans le jardin d'une maison à Centralia. Heureusement, personne n'a été blessé, mais après cela, les gens ont commencé à partir. Au cours des 30 années suivantes, presque tout le monde a déménagé. En 2020, 5 personnes y vivaient encore. Mais à part cette poignée d'irréductibles, Centralia est bel et bien une ville fantôme. Les bâtiments abandonnés qui s'écroulent et les routes fissurées n'en sont qu'une petite partie. L'élément le plus inquiétant de cet endroit est la fumée qui s'échappe du sol par les fissures. L'incendie souterrain fait toujours rage, réchauffant la surface et détruisant lentement les restes de la ville. D'ailleurs, c'est ce qui a inspiré la célèbre ville fictive de Silent Hill. On estime que le brasier durera encore 250 ans, et d'ici là, il n'y aura plus que des terrains vagues brûlés dans la région. Si tu as peur des insectes, alors l'endroit suivant est probablement ton pire cauchemar. Les grottes de Gomantong en Malaisie pourraient être l'un des endroits les plus pittoresques du monde, s'il n'y avait pas leurs habitants. Tout d'abord, il y a les chauves-souris. Plus de 2 millions de ces animaux vivent dans les vastes étendues des grottes. Elles sont facilement effrayées, mais ce n'est pas forcément une bonne idée de leur faire peur. Imagine des millions d'horreurs ailées volant vers toi en panique. Deuxièmement, il y a des cafards. Et si le nombre de chauves-souris est plus ou moins déterminé, les cafards qui grouillent sur les sols et les murs des grottes sont impossibles à compter. Ils sont si nombreux que tu ne pourras pas faire un seul pas sans qu'une douzaine de ces bestioles ne rampent le long de tes jambes. Enfin, si tu réussis à ne pas crier à cause des cafards et à ne pas réveiller les hordes de chauves-souris, tu seras peut-être récompensé par d'autres merveilleux habitants des grottes. Il s'agit notamment de serpents, de scorpions et de 1000 pattes géants venimeux. Charmant. Malgré tout, les grottes sont ouvertes au public et beaucoup de gens visitent cet endroit. Au milieu de nulle part, dans les terres désolées du désert du Karakoum en Asie centrale, il y a un grand trou dans le sol qui brûle pour toujours. On l'appelle le cratère de gaz de Darvaza, et c'est une véritable fosse, large et profonde, qui brûle depuis plus d'un demi-siècle maintenant. Les habitants l'appellent la porte des enfers, et la vue est effectivement effrayante.
Il n'y a aucun moyen d'éteindre les flammes, et les scientifiques pensent que le cratère continuera à brûler pendant des siècles. La fosse est apparue en 1971 lorsqu'un groupe d'ingénieurs a fait des repérages dans la région et pensait être tombé sur un gisement de pétrole. Mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'une poche de gaz naturelle, et lorsque la plateforme de forage a commencé à travailler sur le site, le sol s'est effondré. Les ingénieurs ont eu peur que le gaz toxique ne mette en danger les villes voisines. Alors, ils ont pensé qu'il valait mieux y mettre le feu et le laisser se consumer en quelques semaines. Mais, comme on peut le constater, le brasier est toujours aussi puissant. Le cratère est depuis devenu une attraction touristique populaire. Toutefois, il représente toujours un certain danger. Alors, des efforts sont faits pour éteindre définitivement les portes du monde souterrain. Imagine que tu vois un serpent incroyablement venimeux juste à côté de ton pied. Déjà assez terrifiant, n'est-ce pas? Maintenant, multiplie cette expérience par 2000. Et peu importe où tu essayes de courir, il y a des serpents tout autour de toi. Bienvenue sur l'île aux serpents, dont le nom ne pourrait pas mieux la décrire. L'île est située non loin de la côte du Brésil et abrite des milliers de vipères, Jararaca iloa, ou trigonocéphales insulaires. Il y a environ 11 000 ans, le niveau de la mer a augmenté et a séparé l'île du continent, et beaucoup de ces vipères se sont retrouvées piégées sur l'île. Leurs cousines du continent sont également venimeuses, mais pas autant. La variété insulaire a dû évoluer pour survivre, et elle l'a fait de façon particulière. Comme il n'y a pas beaucoup d'animaux terrestres à chasser pour les vipères, elles se sont adaptées en chassant plutôt les oiseaux. Et pour que leur venin soit efficace, il fallait qu'il soit instantané. Ces vipères dorées ont donc développé un venin qui est 5 fois plus puissant que la variété ordinaire. Cela leur a permis de prospérer et il y a maintenant 1 à 5 vipères par mètre carré sur l'île. L'île est considérée comme si dangereuse que le Brésil en a interdit tous les visiteurs, au cas où quelqu'un serait assez fou pour s'y rendre. Perdu dans les bois la nuit, tu tombes soudain sur une silhouette humaine. Soulagé, tu touches son épaule pour demander ton chemin. Mais elle est dure comme de la pierre et couverte de mousse. Puis, tu regardes le visage de la personne et ta bouche s'entr'ouvre d'horreur. Cette chose est tout sauf humaine. Un conseil judicieux serait de ne pas te promener dans le sud-est de la Finlande la nuit si tu ne veux pas vivre une expérience cauchemardesque. C'est là qu'un sculpteur finlandais renommé a créé un sinistre jardin de sculptures derrière sa propre maison. La collection principale consiste en 200 figures humaines dans diverses poses de yoga. Mais en te promenant, tu peux tomber sur des œuvres d'apparence plus sinistres. Par exemple, une figure cagoulée avec les bras tendus en avant et des trous noirs profonds à la place des yeux. Pour ajouter à cet aspect effrayant, de vraies dents humaines se trouvent dans la bouche de certaines statues. Le sculpteur est un ermite qui ne voulait pas quitter sa maison. Et quand on lui a demandé de prêter certaines de ses sculptures à des musées, il a répondu qu'il devait leur demander la permission d'abord. Il semble qu'elles aient refusé. Ces statues sinistres sont déjà assez effrayantes. Mais que dire de leurs copines, les poupées ? Si tu te trouves un jour au Japon et que tu veux avoir la chair de poule, ne manque pas de visiter Nagoro. C'est un tout petit village situé dans le sud du pays. En passant devant ses maisons et ses cours, tu verras des villageois assis sur leur porche ou s'occupant de leur jardin. Rien de spécial. Jusqu'à ce que tu réalises qu'ils ne bougent pas et qu'ils ne le feront jamais. Parce que ce sont des poupées grandeur nature. L'une des résidentes locales est retournée dans sa ville natale en 2002 et a entrepris de fabriquer des épouvantails empaillés dans les jardins et les champs. Mais cela a évolué d'une activité pratique à une sorte de travail de mémoire. Chaque fois qu'un de ses voisins quittait le village ou mourait, elle fabriquait une poupée grandeur nature à son effigie. Elle les faisait comme elle se souvenait d'eux, donc toutes ces poupées font ce que des personnes normales feraient. Elles sont assises, debout, couchées sur le sol, et il y a même des classes entières de poupées dans l'école locale. Mais le plus étrange dans cette histoire, c'est que la population humaine de Nagoro compte moins de 30 personnes, et que les épouvantails sont plus nombreux que les habitants vivants, à raison de 10 contre 1. Il y a plus de 350 poupées dans le village aujourd'hui. Du souvenir de leur créatrice, il y avait environ 300 personnes vivant à Nagoro quand elle était enfant. Et maintenant, depuis 20 ans, elle leur rend hommage à tous. Environ 3000 visiteurs viennent à Nagoro chaque année, et beaucoup d'entre eux reviennent également les années suivantes. Le village est assez difficile à atteindre, car il est situé sur l'une des îles les moins fréquentées du Japon, et la gare la plus proche est à 1 heure de route. Mais cela n'arrête pas les touristes qui veulent voir de leurs propres yeux ces épouvantails merveilleusement effrayants. As-tu déjà réalisé que tu étais en train de rêver au beau milieu d'un rêve ? Oh, attends, ce truc n'est pas réel. Et puis de vouloir diriger le scénario de ton rêve alors que tu es encore dedans ? Avec le rêve lucide, tu pourrais. Cette technique permet de contrôler ses rêves.
Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette pratique et d'autres faits intéressants sur les rêves. Ah, les rêves, ils sont mystérieux et imprévisibles. On s'en souvient parfaitement au réveil, mais il semble ensuite s'estomper. Le rêve lucide modifie ce phénomène. En fait, on sait parfaitement que l'on est endormi et que l'on rêve. Grâce à ce niveau de conscience, on façonne le récit du rêve avec son imagination. Plusieurs facteurs influencent le souvenir des rêves, comme le nombre d'heures de sommeil et même le régime alimentaire. Des études révèlent que les gens qui n'ont pas vraiment besoin de faire des efforts pour se souvenir de ce dont ils rêvent pendant la nuit entrent plus facilement dans cet état de lucidité. Si tu n'as jamais fait ce type de rêve, ce n'est pas grave non plus. Bonne nouvelle, il est possible d'apprendre et de s'améliorer avec le temps. En fait, il existe plus d'une façon de s'entraîner. Un chercheur a testé l'efficacité de 5 techniques différentes auprès de centaines de participants. La première technique du rêve lucide est le test de réalité. Les participants doivent examiner leur environnement physique de manière répétée chaque jour afin d'en percevoir la véracité. L'objectif est de faire de ce comportement une habitude. De cette manière, les sujets peuvent effectuer des tests de réalité dans leurs rêves et comprendre qu'ils sont en train de rêver. Il est également possible d'effectuer ces vérifications au cours de la journée. Cela renforcera la métacognition, c'est-à-dire la prise de conscience de ses propres pensées. On s'habitue à faire la différence entre la vie réelle et les rêves. On peut ainsi vérifier l'heure pour s'assurer qu'elle s'écoule normalement, puisqu'on ne peut pas vraiment appréhender l'écoulement du temps lorsqu'on rêve. Ou encore, enfoncer son doigt dans la paume de sa main pour sentir si elle est solide ou non. En appliquant ces tests de réalité lorsque la personne est éveillée, elle prépare son cerveau à les essayer pendant son sommeil et à entrer dans la lucidité. La deuxième technique est appelée « Wake Back to Bed » ou interruption de sommeil. Elle consiste à se coucher et à programmer une alarme pour se réveiller au bout de 5 heures. On reste éveillé pendant une courte période et on pratique une activité qui stimule l'esprit comme l'écriture ou la lecture. Puis on se rendort. De cette manière, on retourne directement à la phase REM. Durant cette phase du cycle de sommeil, il est possible de rêver. Ainsi, en trompant en quelque sorte le cerveau conscient, on l'incite à rester actif au moment où l'on entre à nouveau dans la phase de sommeil paradoxal. La technique suivante présente l'un des taux de réussite les plus élevés. L'induction de rêve lucide, ou mild, nécessite également que la personne se réveille au bout de 5 heures de sommeil. Lorsque l'on ouvre les yeux, il faut se souvenir que l'on a l'intention de réaliser que l'on est en train de rêver la prochaine fois que l'on s'endormira. On peut littéralement se dire « La prochaine fois que je rêverai, je me souviendrai que je rêve ». Notre cerveau est comparable à un super ordinateur. Cette phrase permet de le programmer. Lorsque l'on se rend compte que l'on a sommeil, on se concentre sur le rêve le plus récent que l'on a fait. Il faut tenter de repérer un indice de ce rêve. Il peut s'agir de quelque chose qui semble surréaliste dans le déroulé. Le but est de s'en souvenir, d'y revenir et de le visualiser afin de devenir lucide. Certes, je sais que personne n'a envie de quitter son lit douillet et de se réveiller au milieu de la nuit. Mais la technique du rêve lucide initiée par les sens fonctionne également de cette manière. Cette pratique suggère que le participant se concentre sur les bruits, les images et les sensations physiques après le réveil. Il peut contrôler l'action et le contenu s'il se concentre sur chaque stimulus pendant 20 secondes avant de s'endormir à nouveau. Cette technique est l'une des plus efficaces. La dernière technique est un combo des deux. Lorsque l'alarme sonne après 5 heures de sommeil, tu te concentres sur les sons et les sensations que tu ressens dans ton environnement. Ensuite, grâce à la phrase d'intention, il faut se rappeler à soi-même l'objectif de cette opération. Cela demande de la pratique et prend du temps. Petit à petit, les gens deviennent plus attentifs à leurs rêves. Savais-tu que les plus jeunes ont une tendance naturelle à faire des rêves lucides ? Une étude de Harvard a montré que la plupart des adolescents font l'expérience de ces rêves au cours de leur croissance. Les résultats nous montrent que les gens n'apprennent pas réellement, mais se souviennent plutôt de la façon de devenir lucides. Cela signifie que nous possédons ce savoir-faire depuis toujours. Il nous suffit de le pratiquer. On pourrait penser que le fait d'utiliser son imagination pour contrôler ses rêves peut fatiguer. Mais c'est tout le contraire. Une fois que tu es lucide, ton cerveau passe à l'état d'onde gamma. Et ça, c'est génial. Le rêve lucide est comme un état naturel de méditation. Et on se réveille avec plus d'énergie. Les rêves lucides ont-ils d'autres avantages ? Oui, ils sont bénéfiques pour le bien-être général.
Ils permettent de vivre des expériences très réalistes, proches de la réalité. On ne peut pas faire certaines choses dont on rêve quand on est éveillé. Ils permettent de renforcer les capacités motrices et d'atténuer l'anxiété. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que le rêve lucide a également des effets bénéfiques sur le cerveau. La zone appelée cortex préfrontal est réactivée et la neuroplasticité est sollicitée. Il s'agit de la capacité de notre cerveau à se recabler, par exemple pour améliorer une compétence nouvellement acquise. Des études révèlent que si l'on pratique une discipline sportive dans un rêve lucide, le cerveau se réorganise pour que l'on devienne meilleur dans cette activité. Ces types de rêves sont également utilisés pour soigner les cauchemars récurrents. Il s'agit d'un outil permettant de surmonter le stress lié à des événements traumatisants. Cette méthode a fait ses preuves. Certains psychothérapeutes l'utilisent pendant leurs séances pour aider leurs patients à intégrer leur traumatisme. Les chercheurs affirment que le rêve lucide a le potentiel de guérir si les patients appliquent certaines techniques de guérison visualisées sous la surveillance de leur thérapeute. Nous avons parlé des bénéfices, mais le rêve lucide peut-il être dangereux ? En général, non, il est sans danger, mais il comporte cependant quelques risques. Force est de constater que la plupart de ces techniques nécessitent d'interrompre le cycle du sommeil. Cela peut être néfaste pour les personnes souffrant de troubles mentaux. La dissociation est un autre effet secondaire de l'interruption du cycle de sommeil. Si la personne n'arrive plus à distinguer ce qui est un rêve de ce qui est réel, c'est un problème. Il y a aussi ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Tu sais, les moments où tu es conscient, mais où tu ne peux pas bouger. Certaines personnes ne peuvent même pas ouvrir les yeux. On attend alors désespérément que le cerveau nous permette de remuer. Il est donc très important de consulter un thérapeute ou un spécialiste du sommeil avant d'essayer ces techniques. Supposons que ton thérapeute ou ton spécialiste du sommeil ait approuvé ton travail sur le rêve lucide et que tu sois enthousiaste à l'idée de commencer. De quoi faut-il tenir compte ? La réponse est l'hygiène du sommeil. Ce terme désigne les actions quotidiennes, en particulier avant le coucher, qui ont un impact sur la qualité globale du sommeil. Une bonne habitude de sommeil nécessite un environnement confortable et des horaires cohérents. Si ces conditions sont réunies, il est possible d'avoir un sommeil réparateur et de se lever le lendemain en pleine forme. Si tu dors dans une pièce fraîche et sombre, c'est un plus. Tu as probablement entendu parler des centaines de fois des effets bénéfiques de l'éloignement des appareils électroniques de ta chambre à coucher ou de l'arrêt du visionnage d'écran au moins 30 minutes avant la sieste. Cela fonctionne également en faveur du rêve lucide. Cette routine aide le cerveau à se mettre dans l'ambiance d'un sommeil profond où l'on peut plonger dans le sommeil paradoxal. Les aveugles de naissance font des rêves sensoriels plutôt que basés sur des images. Au lieu de s'appuyer sur la vue, leurs rêves sont influencés par d'autres sens. Pour le reste, l'intensité de leurs rêves est la même. En comparaison, les personnes qui deviennent aveugles plus tard dans leur vie continuent de faire des rêves visuels. Et voici un petit bonus. Les animaux font aussi des rêves. Il arrive que ton meilleur ami à quatre pattes parte à l'aventure dans son sommeil. Alors, as-tu déjà fait des rêves lucides ? Si oui, raconte-nous comment cela s'est passé. L'avenue des Baobabs est probablement la plus incroyable et la plus surréaliste au monde. Pour la voir, direction Madagascar. Ce n'est d'ailleurs pas la seule chose de grande taille que tu puisses y trouver, puisque cette île abrite aussi d'énormes papillons comètes. Leur envergure est immense, jusqu'à 20 cm, donc tu pourras les repérer facilement. Wakachina est une véritable oasis au milieu d'un désert, avec un tas de clubs et de bars. Une activité amusante que tu peux y pratiquer est le sandboard. Assure-toi d'avoir des lunettes de protection et la bouche bien fermée. Le tunnel de l'amour à Klevan, en Ukraine, est entièrement recouvert de plantes. Certains couples croient que s'ils traversent ensemble ce tunnel de 4 km de long, leur rêve pourrait se réaliser. Mais fais attention à ce que tu souhaites, des trains passent par ce tunnel 3 fois par jour. Les Dark Hedges, en Irlande du Nord, ont un aspect un peu effrayant, notamment à cause de la légende qui entoure cette allée. Les habitants racontent qu'elle est hantée par un fantôme appelé la Dame Grise. Au fait, devine quelle série a été filmée ici. Dans le nord du Portugal, il y a une merveilleuse maison qui ressemble à un bâtiment préhistorique, presque comme une grotte, mais c'est une vraie maison. Elle s'appelle Casa do Penedo, ce qui signifie littéralement « maison du rocher », et c'est désormais un petit musée. De loin, elle ressemble à une énorme pierre et à une parfaite demeure pour une créature mystérieuse. Une autre de ces demeures se trouve en Italie, quelque part au milieu du lac de Resia.
C'est un lac artificiel créé à la suite d'une inondation. Cet endroit est célèbre pour son église du XIVe siècle qui se dresse au beau milieu de l'eau. Et le seul moment où tu peux y aller à pied est en hiver, quand, et si, le lac est gelé. Un lac sur lequel tu peux marcher sans crainte est le lac Baïkal. Pas étonnant, situé au cœur de la Sibérie, il gèle chaque hiver. Il est si grand qu'il compte 27 îles. C'est aussi le lac le plus profond du monde, il atteint presque 1640 mètres de profondeur. En route vers des sources chaudes maintenant. Grand Prismatic Spring, dans le Wyoming, est la plus grande source des États-Unis et la 3e plus grande source d'eau de ce type dans le monde. Ne t'avise pas de t'y baigner, non seulement l'eau est bouillante, mais tu risques aussi de devoir payer une amende. Profites-en en toute sécurité depuis la rive. Le Mont-Saint-Michel en Normandie est une destination de contes de fées par excellence, si tu as toujours voulu te sentir dans la peau d'un prince ou d'une princesse. Cette magnifique citadelle est entourée d'eau, mais pas tout le temps. Tout dépend de la lune. La marée la plus haute peut être observée de 36 à 48 heures après la pleine lune. La plupart du temps, ce n'est qu'une vaste zone déserte avec quelques flaques d'eau. Un ciel nocturne avec des milliers d'étoiles est certes très romantique, mais une mer d'étoiles l'est probablement encore plus. Bienvenue aux Maldives, sur l'île de Vadou. Là, les plages scintillent de bleu la nuit, grâce au plancton bioluminescent présent dans l'eau de mer. Si les étoiles ne t'intéressent pas tant que ça, tu préfères peut-être un ciel rempli de ballons. La Cappadoce, une région de Turquie, est à l'origine célèbre pour ses incroyables formations rocheuses, mais elle attire aussi les visiteurs grâce à la merveilleuse expérience qu'elle offre en montgolfière. Pour ceux qui ont toujours voulu marcher sur les nuages quand ils regardent par la fenêtre d'un avion, bonne nouvelle, tu peux le faire en Bolivie. Ce n'est pas un nuage au sens propre, mais un très grand lac salé. Il s'appelle Salar de Uyuni et il reflète le ciel pendant la saison des pluies, créant cette illusion d'infini et de marcher sur le ciel. En Colombie, n'oublie pas de visiter le sanctuaire de Las Lajas. Pour y arriver, tu devras traverser un pont qui semble être suspendu en l'air avec de l'eau qui coule très rapidement en dessous. Nous voilà de retour en France, à Colmar exactement, en Alsace. Regarde ces maisons, des façades colorées en bois, des canaux tout fleuris, des rues pavées, n'est-ce pas magnifique ? L'Allemagne est pleine de villes avec des petites maisons qui semblent faites en pain d'épices et Rothenburg ob der Tauber ne fait pas exception. C'est une ville médiévale presque entièrement préservée avec des dizaines de façades multicolores et d'authentiques tavernes. Elle est particulièrement magique en hiver avec ses toits recouverts de neige et ses marchés de Noël illuminés. En Islande, de nombreuses maisons ont des toits en herbe. Ces habitations sont appelées turfhouses et l'herbe qui les recouvre a de multiples fonctions. Elle ne sert pas seulement à décorer, mais aussi à protéger les maisons des fortes pluies. L'herbe pousse dans les fondations faites de pierres de lave et doit être régulièrement taillée. Au Costa Rica, sur l'île d'El Caño, il y a un ensemble d'environ 300 pierres sphériques de différentes tailles. Les locaux les appellent las bolas, ce qui signifie tout simplement les boules. Ces pierres ont une forme presque parfaitement ronde. Certaines d'entre elles sont énormes, pesant jusqu'à 16 tonnes. Elles sont faites de différents matériaux, gabbro, calcaire et grès. On pense qu'elles ont été alignées devant les maisons des chefs. Personne ne sait avec certitude d'où viennent ces boules, mais certains mythes prétendent qu'elles proviennent de l'Atlantide. Le Salto Ángel, au Venezuela, est un endroit paradisiaque. C'est la plus grande chute d'eau ininterrompue du monde. Bien plus haute que les chutes du Niagara. L'eau tombe en cascade et une grande partie s'évapore en descendant, ce qui crée l'illusion de ces beaux nuages. Si tu aimes les choses qui brillent, visite la grotte des cristaux au Mexique. Tu ne peux le faire que sous la supervision d'un professionnel, mais ça vaut vraiment le coup. Il y a de fortes chances que tu n'aies jamais vu un cristal qui fasse 2 fois ta taille. Au Maroc, il y a une ville appelée Chefchaouen, où la couleur dominante est le bleu ciel. Pas bleu foncé ni turquoise, la plupart des habitations de cette ville sont peintes dans la plus belle nuance de bleu qui soit. L'endroit n'est pas facile d'accès, il est situé dans les montagnes du Rif. Un autre endroit très bleu est l'île grecque de Santorin, qui est probablement un peu plus facile d'accès. Les habitations sont peintes en blanc, mais presque tous les toits sont d'un bleu vif. La peinture blanche sert à réfléchir la chaleur et à faire de belles photos sur Instagram. En Slovénie, n'oublie pas de visiter l'un des endroits les plus spectaculaires du monde, le lac de Bled. La couleur est vraiment bleu marine, pas de Photoshop ici. En plein milieu du lac se trouve même une petite île avec un château et quelques habitations. Pour rendre le voyage encore plus agréable, goûte un morceau de gâteau à la crème de Bled cuit selon une recette secrète.
Quand tu verras une photo du lac Moraine au Canada, tu croiras probablement qu'elle a été photoshopée ou peinte par un artiste professionnel. Mais cet endroit est réel. Il combine une myriade de nuances de bleu, si belles que tu n'en croiras pas tes yeux. Bagan, la mystérieuse cité de Birmanie, a tous les ingrédients pour être un décor de conte de fées. Végétation exotique, paysages montagneux embrumés et nombreux temples que tu peux visiter à vélo ou survoler en montgolfière. Les Philippines recèlent de multiples trésors, mais certaines plages sont vraiment incontournables. La plage cachée d'El Nido est un endroit parfait pour profiter d'une relative tranquillité. La plage est protégée des bateaux et des conditions météorologiques indésirables par des criques de calcaire. Dans la région italienne de la Ligurie, il y a des dizaines de magnifiques plages que tu n'oublieras jamais. Le golfe des Poètes à Porto Venere est l'une d'entre elles. La plage est située au pied d'une falaise et il y a aussi des grottes sous-marines dans lesquelles tu peux te baigner. Elle s'appelle ainsi parce que la légende prétend que Lord Byron y aurait trouvé son inspiration en traversant la baie à la nage à la recherche de sa muse. La région des Cinque Terre est aussi en Ligurie et n'est pas très loin. Alors si tu as toujours voulu voir ces fonds d'écran, falaises et mer d'Italie en vrai, n'hésite pas. La légende raconte que les marins peignaient leur maison avec des couleurs vives pour trouver plus facilement le chemin du retour. L'île de Skye, en Écosse, pourrait être un décor parfait pour une série historique sur les chevaliers. Il y a probablement aussi des fées dans les Fairy Pools et les Fairy Glens. Le must à voir ici est le Old Man of Storr, une colline qui combine des parois rocheuses et escarpées. Pas de légende ici, mais c'est l'un des paysages les plus évocateurs et les plus photographiés de notre planète. À première vue, si tu regardes ce pont depuis la Terre, il ne semblera être qu'un pont de pierre, mais son principal secret se dévoile depuis l'eau. Le reflet du pont forme un cercle parfait qui ressemble à une sorte de portail vers un monde sous-marin caché. Il est situé en Saxe, à quelques kilomètres de Berlin et de Dresde.